Mais comme elles ont toutes une personnalité colorée, leur gardien ne reste généralement pas longtemps dans les parages. Yuki convient parfaitement car il est aussi ennuyeux que les autres et il est très doué pour le nettoyage. Yuki est furieux car il pensait qu'il allait faire partie de la force de défense des démons, mais Kyoka explique que les hommes ne sont pas autorisés à s'engager. Elle demande aux filles de faire en sorte qu'ils se sentent comme chez lui, et elle ne tarde pas à lui demander de faire des corvées. Yuki a du mal à suivre, mais Nei est la seule gentille parmi elles et lui dit que tout ira bien. Les autres s'empressent de lui faire remarquer que la petite fille lui est supérieure et qu'il n'a pas intérêt à lui désobéir. Les rêves de Yuki d'avoir une vie digne de ce nom ont été brisés et il entre dans une profonde dépression pour avoir dû obéir aux ordres d'une enfant. Mais les choses ne vont peut-être pas si mal, car Kyoka l'accueille gentiment au sein de l'escadron. Un peu plus tard, Yuki termine fièrement son travail de nettoyage, mais pense que le paysage n'est pas très beau à Mato. À ce moment-là, un Shuki qui se croit sournois tente d'attaquer Yuki, la barrière arrête le stupide Holo de Bleach, et Nei arrive pour s'assurer qu'il va bien. Elle lui explique que le 7e escadron se trouve dans la zone sud-ouest de Mato, qui n'a pas de chance, et que c'est pour cette raison que les Shuki y sont plus nombreux que dans les autres dortoirs. Mato est une dimension alternative aussi grande que la ville de Tokyo, et elle est divisée en 8 endroits, chacun d'entre eux possède sa propre force de défense démoniaque. Nei se considère comme son professeur, mais Yuki n'est pas sûr de pouvoir s'habituer à ce qu'un enfant soit son supérieur. Yuki l'ignore pour l'instant et se demande s'il ne devrait pas faire quelque chose pour le Shuki qui traîne maladroitement dans les parages. Nei explique que ce n'est que du menu fretin et qu'ils peuvent l'ignorer. Imari n'est apparemment pas d'accord avec elle, puisqu'elle se met à jouer les Megaman sur le Shuki et l'allume avec sa mitrailleuse Gatling. Yuki est contrarié d'avoir failli les toucher, mais Imari lui fait remarquer que si elle avait voulu le frapper, il serait déjà rempli de balles. Imari lui dit de se mettre au travail pour le dîner et lui rappelle qu'il n'est là qu'à cause de Kyoka. Yuki commence à se dire qu'être gardien, c'est vraiment nul, et il a l'étrange impression de sentir quelqu'un. Ce soir-là, tout le monde s'extasie sur Yuki, sur les talents de cuisinier du chef et même sur la pauvre Imari qui réclame une autre portion. Il se sent bien après tous ses compliments et garde même une bonne attitude lorsqu'il lui rappelle ses autres tâches. Le mannequin se remet au travail mais se souvient enfin qu'il voulait être un héros, pas un homme à tout faire. Yuki lui fait part de son inquiétude à l'idée de ne faire que des tâches ménagères toute la journée, mais Kyoka lui explique qu'elle l'utilisera au combat en cas de besoin. Elle lui demande de se concentrer sur les tâches ménagères en attendant, et lorsqu'il se défend enfin, Imari menace de lui trancher la tête. Kyoka reconnaît que les autres pourraient être mal à l'aise avec un gardien masculin, mais Yuki est vraiment doué pour le nettoyage, et il est également vital pour ses capacités. Elle leur demande d'être gentille avec lui et lui dit de ne pas s'inquiéter car elle lui arrachera sa virilité s'il fait quoi que ce soit de mal. Ce soir-là, Chushu, qui est redevenu minuscule, pense qu'elle vient de surprendre Yuki en train d'espionner l'une des filles et menace de le dire au commandant. Chushu explique que sa capacité lui permet de grandir ou de rétrécir, et elle prend une photo compromettante. Elle était curieuse au sujet de Yuki et l'a donc surveillé de près. Yuki tente d'éclaircir la situation en expliquant qu'il ne faisait que le ménage, mais elle ne s'intéresse à aucune de ses excuses. Yuki pense qu'elle essaie de le faire chanter pour obtenir de l'argent, mais elle aime simplement rendre les choses intéressantes. Elle veut qu'il devienne son esclave, mais il essaie de lui expliquer qu'il l'est déjà. Chushu le force à nettoyer sa chambre, et sa tentative d'effacer la photo échoue. Elle lui demande aussi de faire sa lessive, mais cela lui donne une nouvelle occasion de prendre une photo trompeuse. Alors que Yuki se promène, déprimé par les brimades qu'il subit, il trouve Kyoka et Imari en train de s'entraîner à l'extérieur. C'est alors qu'apparaît un Shuki, et Kyoka en profite pour montrer à Imari comment faire. Elle détruit complètement le monstre de l'anime à petit budget, choquant Yuki et surprenant Imari. Yuki n'en revient pas de la façon dont elle l'a tué, et il se rend compte qu'il ne pourra jamais être du mauvais côté d'Imari. Nei arrive et révèle qu'elle part avec Imari à une réunion, et qu'il restera donc avec Chushu pour protéger le dortoir. Ce soir-là, Chushu le force à la masser et lui révèle qu'elle a grandi sans père. Elle est venue à Mato à la recherche de sensations fortes, même si elle devait pour cela risquer sa vie. Il décide de jouer à des jeux vidéo, mais Yuki l'avertit qu'il est plutôt doué. Ils font un petit pari, que Yuki hésite à accepter au début, mais décide finalement qu'il gagnera et qu'il la forcera à s'excuser de l'avoir si maltraitée. En fait, il perd tous les matchs et finit par perdre sa chemise. À ce moment-là, les deux doivent se précipiter à l'extérieur car un Shuki géant est apparu pour attaquer la barrière. Yuki pense qu'il devrait rester en arrière, mais Chushu montre à quel point elle peut devenir grande. Yuki fait de son mieux pour suivre, mais ces géants sont rapidement sur le point de se battre. Le monstre d'Ista tente de se battre avec Chushu, mais celle-ci l'attrape facilement et l'écrase directement sur le sol. Yuki est alors stupéfait de voir qu'elle le domine facilement. Chushu l'envoie voler pour ensuite le frapper et l'écraser sous ses pieds. Chushu rétrécit un peu, car cette taille est complètement épuisante. Alors qu'elle célèbre sa victoire, un autre monstre géant l'attaque.
D'autres Shuki ont fusionné avec lui pour le rendre encore plus grand, et Chuchu réalise rapidement que les choses pourraient mal tourner si elle ne met pas fin au combat tout de suite. Elle essaie d'utiliser sa capacité pour grandir encore plus, mais cela ne fonctionne pas pour une raison quelconque. Les monstres finissent par l'attraper pour l'empêcher de bouger et le géant lui donne un coup de poing. Yuki est complètement désespéré et ne peut que regarder le monstre géant prendre le dessus avec un autre coup de poing puissant. Yuki aimerait pouvoir se transformer à ce moment-là, mais c'est impossible sans Kyoka. Il aimerait pouvoir faire quelque chose et se souvient qu'il s'est transformé lorsque ses lèvres ont touché la main de Kyoka. Ce génie a l'idée géniale d'embrasser quelque chose qui lui appartient, il se précipite donc dans la buanderie. Le fait de lécher son gant échoue, mais cela a déclenché la transformation, il est donc sur la bonne voie. S'enfoncer le visage dans sa chemise transforme son pied, mais il a besoin d'un objet qui produise une réaction plus forte. Il finit par trouver ses bottes, mais il commence à se demander ce que cela signifie pour lui en tant que personne. Les choses se gâtent pour Chuchu à l'extérieur, alors il se précipite avec la botte de Kyoka. Il n'y a plus de temps à perdre, il doit agir maintenant s'il veut vraiment être un héros, même si cela signifie lécher une botte. C'est ce que fait Yuki, et le pouvoir jaillit de son corps. De retour au combat, Chuchu se rend compte qu'elle a dû aller trop loin en se transformant en Jumbo. Le monstre ne montre aucun signe de ralentissement, mais Chuchu se rend compte que son corps reprendra bientôt sa taille normale. À ce moment-là, un Yuki partiellement transformé se précipite vers elle et est déterminé à faire de son mieux, même s'il n'est pas à pleine puissance. Chuchu empêche la chose de bouger, ce qui donne à Yuki une cible parfaite. Il décoche un puissant coup de pied qui détruit complètement la tête de la chose et remporte la bataille. Chuchu pense qu'il a été trop imprudent en se battant à demi-puissance, mais Yuki l'a fait parce qu'elle l'a traité de mauviette et lui a dit de rester en arrière avant le combat. Kyoka s'occupe ensuite de réparer le corps de Yuki, car les répercussions de la transformation forcée sur son corps sont assez douloureuses. Les autres se moquent de lui parce qu'il est hors service après seulement quelques minutes de combat, mais il fait remarquer qu'il n'a pas encore appris à utiliser son pouvoir. Il se demande s'il ne devrait pas réparer la barrière, mais Kyoka révèle que les barrières qui protègent les endroits importants ont des attributs spéciaux, tant que les dommages sont mineurs, elles se réparent d'elles-mêmes. Yuki réalise que cela explique ce qui s'est passé lorsque les Shuki ont attaqué tout à l'heure. Kyoka se remet à travailler sur le dos de notre garçon, mais c'est très douloureux, et il se demande si c'est sa récompense pour avoir protégé le dortoir. Kyoka réprimande Chuchu pour avoir sous-estimé leur adversaire et lui demande d'aider Yuki dans ses tâches ménagères en guise de punition. Mais au moment de partir, Chuchu révèle qu'elle a encore plus de photos compromettantes et qu'elle va donc continuer à être son maître. Yuki réalise à quel point les choses vont mal pour lui et se demande s'il sera un jour libre. Ailleurs, une barrière est brisée. Une autre force démoniaque arrive pour en trouver la cause, et l'une d'entre elles dit aux autres d'informer leur commandant. La fille restante se prépare à combattre la chose, mais se rend compte que son adversaire n'est pas un Shuki ordinaire. La bête ignore complètement son attaque pour s'emparer des deux fuyards, et se dévoile pour faire reculer la première fille. Ce méga Shuki s'apprête à la dévorer, mais une mystérieuse personne lui ordonne d'arrêter. Cette mystérieuse dame lui explique qu'elle sent la présence de Yuki quelque part dans Mato, et qu'il est temps de lui rendre visite. Un peu plus tard, Kyoka fait passer Yuki par une passerelle et lui demande de l'attendre, car elle doit s'occuper de documents importants. Yuki n'en revient pas de la folie des voyages interdimensionnels, puisqu'il ne lui a fallu que 50 minutes de route de l'autre côté pour arriver jusqu'ici. Kyoka finit par revenir et dit à son fils de profiter de l'air frais tant qu'il le peut, car les congés ne sont pas fréquents. Yuki se demande où ils vont, mais Kyoka, très sérieuse, ne lui répond pas. De retour à Mato, Chuchu cherche Yuki et apprend que le commandant l'a fait passer par le passage de Yamagata. Elle est d'abord un peu surprise, mais se souvient qu'il s'agit d'un jour tragique. De retour avec Yuki, Kyoko l'emmène dans un cimetière. Elle lui explique qu'il y a quelque temps, des dizaines de Shuki ont erré dans ce monde, et que l'un d'entre eux était particulièrement puissant. Kyoko se souvient parfaitement de ce jour et décrit ce puissant Behemoth comme n'ayant qu'une seule corne. C'est ce qui l'a frappé, enfant, lorsque cette chose a massacré sa ville natale, et elle l'a appelé l'Unicorn, corne unique. Tous les Shuki qui ont traversé ce jour-là ont été anéantis par les forces de défense démoniaques qui sont arrivées pour les aider. Cependant, après avoir consulté les archives, Kyoka a découvert que l'Unicorn avait réussi à s'échapper. C'est le seul Shuki à avoir réussi, et il a utilisé le portail pour retourner à Mato. Cette Unicorn est toujours en vie, et Kyoka devient furieuse en expliquant qu'elle a un compte à régler avec ce puissant démon. Elle jure de l'effacer de l'existence, et Kyoko veut que Yuki s'assure qu'il est prêt à affronter ce jour. C'est la raison pour laquelle elle l'a emmené au cimetière, car elle voulait lui montrer toutes les personnes qu'elle allait venger. Le moment de retourner à Mato est venu, mais Yuki aimerait faire une petite pause. Yuki consulte les avis sur Yelp et apprend que le café voisin est réputé pour ses parfaits. Kyoka explique qu'il est plus important de retourner à Mato, mais elle se laisse facilement convaincre par la photo d'un beau parfait. Kyoka est en fait surprise par son assurance,
mais elle est toujours plus préoccupée par Mato. Yuki révèle qu'il a perdu sa sœur dans un accident de mannequin et qu'il peut donc comprendre ce que ressent Kyoka. Yuki est un garçon intelligent qui lui fait remarquer qu'elle manquera sa chance de se venger si elle s'épuise. Kyoka se rend compte qu'il n'est pas seulement sûr de lui, il est aussi persuasif. Kyoka trouve que le parfait est délicieux et son sourire rappelle à Yuki des souvenirs de sa sœur. Elles se sont toujours très bien entendues, et elle l'encourageait toujours à apprendre des choses comme la cuisine et le ménage. À ce moment-là, Kyoka reçoit un appel d'urgence de Mato. Il ne s'agit pas d'un danger de mort, mais quelque chose de grave est en train de se produire. La pause est soudainement terminée, et Kyoka demande à Yuki de se transformer en démon, de les récupérer rapidement, et Kyoka le récompense parce que cela fait partie du fonctionnement de son pouvoir. Lors de la réunion, Kyoka est informé qu'une découverte a été faite au cours des patrouilles. Une formation ressemblant à un cratère est apparue à proximité, ainsi qu'un grand nombre de Shuki. Yuki jette un coup d'œil à l'iPad et est choqué de voir des centaines de Shuki sur un radar. Kyoka est encore plus étonnée, car elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. Nei utilise sa capacité pour révéler que les Shuki ne partent pas et semble faire une sorte de nid. L'élimination de tous ces Shuki sera une tâche énorme pour leur escadron, et Yuki est très enthousiaste. Kyoka déclare qu'ils prendront 3 véhicules, et Yuki est choqué de constater qu'il est considéré comme l'un de ces véhicules. Yuki prend de l'avance sur les autres et il le traite de bête sauvage. Yuki et Kyoka arrivent au cratère et Yuki pense à l'horreur qu'il y aurait si quelqu'un restait coincé là-dedans avec tous les Shuki. Il veut commencer à les éliminer, mais Kyoka lui dit d'attendre son signal. Les autres attaquent les premiers, et Kyoka explique que si les Shuki émergent, ce sera plus facile que de les éliminer un par un. Les Shuki sont coriaces, mais leur style de combat est simple. Tant qu'ils s'en tiennent à leur stratégie, il leur sera impossible de perdre. Kyoka dit à Yuki de se tenir prête car ils commenceront leur attaque dès qu'un Shuki géant aura atteint sa taille maximale. À ce moment-là, un puissant rayon sort de nulle part et frappe Shushu. En regardant d'où il vient, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une bête à une corne. Kyoka la reconnaît immédiatement comme étant celle qui a massacré tous ces gens, et elle les attaque. Il détruit complètement leur camion, et la fille montée dessus annonce qu'elle s'est jointe au groupe. Imari est surprise que la fille puisse parler puisqu'elle pensait que c'était un monstre, mais cela ne fait qu'énerver la fille. Elle lance une attaque massive, mais Imari parvient à la bloquer en transformant son bras en bouclier. L'attaque s'avère cependant trop puissante, le bouclier d'Imari est détruit et elle est touchée par le rayon dévastateur. Yuki et Kyoka passent rapidement à l'attaque et parviennent à repousser l'Unicorn. La jeune fille est satisfaite de leur pouvoir. Mais Kyoka est furieux d'être à nouveau confronté à l'Unicorn. La fille s'amuse qu'ils aient un surnom pour le démon, et Yuki est stupéfaite par l'aspect terrifiant de la bête, celle qui a détruit la ville natale de Kyoka. Tous les membres de l'équipe sont en très mauvais état et Kyoka exige de savoir qui est cette fille. Celle-ci explique qu'elle est l'ennemi juré de la force de défense des démons, et Kyoka est choquée lorsqu'elle sort une pêche Mato. La fille demande à Kyoka si elle a vu son petit frère, mais Kyoka ne répond pas. Cette fille se sert de la pêche comme d'une distraction pour lancer une attaque sournoise, mais Yuki parvient à l'arrêter. Notre duo utilise une sorte de combo, mais cela ne fait rien à la fille. Elle explique que son petit frère la suivait toujours lorsqu'ils étaient jeunes, mais que dès qu'il a grandi, il s'est transformé en vaurien. Alors que la jeune fille prend le dessus dans le combat, elle explique que le fait que son frère soit plus âgé signifie simplement qu'elle peut commencer à lui faire entendre raison. Yuki ne peut pas dire si cette fille est un Shuki ou non, mais il est certain qu'elle est bien différente de tous les autres adversaires qu'il a pu rencontrer. La jeune fille s'apprête à prononcer le nom de son petit frère mais elle est interrompue par tous les Shuki qui viennent de se regrouper en un immense géant. La jeune fille ne pouvait pas être plus en colère à cause de cette interruption, mais cela rappelle à Yuki sa sœur. La jeune fille est furieuse d'avoir été interrompue alors qu'elle parlait de son frère, et elle écrase instantanément la bête géante. Elle donne les restes du démon à l'Unicorn, et Kyoka vient de réaliser qu'elle doit être le commandant suprême des Shuki. La jeune fille est déçue qu'il ne sache visiblement rien du Mato, et elle esquive facilement l'attaque de notre héros. Elle explique qu'il s'agit d'un monde plein de malédictions et sépare Kyoka de Yuki avec une attaque. La jeune fille est impressionnée par la puissance du Shuki de Kyoka et s'en empare. Yuki est terrifiée à l'idée qu'elle va l'écraser comme elle l'a fait avec le géant, mais la jeune fille est stupéfaite. Elle se rend compte que ce n'est pas du tout un Shuki. Elle l'attrape, mais Kyoka revient à la charge pour la repousser. Kyoka réussit à faire quelques dégâts et passe à l'attaque, mais l'Unicorn l'arrête. Il s'échappe, mais Kyoka exige que les lâches reviennent. Kyoka a complètement cédé à sa rage, car s'ils veulent la fuir, elle fera exactement ce que l'Unicorn a fait à tous les villageois qui s'enfuyaient. Elle se jure de les déchirer par derrière, mais lorsqu'elle se retourne pour chercher Yuki, elle voit qu'il est occupé à aider leur équipe. Kyoko fait taire sa fierté et dit à Yuki que la sécurité d'Imari et de Shushu est leur priorité absolue, et qu'ils vont donc se retirer pour l'instant. Kyoka regrette d'avoir laissé sa rage prendre le dessus, car elle se rend compte qu'elle a failli perdre ses coéquipières. De retour au dortoir,
Kyoka explique que les blessures de leur équipe sont légères et qu'ils seront complètement rétablis le lendemain. Cette fois, la récompense des petites bizarreries est de se faire marcher dessus, et Yuki lui-même est terrifié par les exigences de son psychisme intérieur. Yuki s'excuse d'avoir laissé l'Unicorn s'enfuir, mais Kyoka ne lui en veut pas car il était plus important de faire sortir leur équipe saine et sauve. Elle détermine que la fille doit être une nouvelle espèce de Shuki. Elle n'arrive pas à croire que l'un d'entre eux puisse comprendre sa langue et est certaine que cette nouvelle va choquer le monde entier. Yuki la surprend alors en lui expliquant qu'il trouve que la fille ressemble beaucoup à sa sœur. Elle a également eu une réaction étrange en voyant son visage. Kyoka en doute car aucun humain ne peut être aussi fort. De plus, personne n'a jamais entendu parler d'un humain devenant un Shuki. Tout en cuisinant, Yuki se demande toujours s'il s'agit de sa sœur. Le problème, c'est qu'il ne comprend pas comment elle a pu survivre ni pourquoi elle se bat contre la force de défense des démons. Il n'a aucune idée de ce qu'il fera s'il la revoit, mais il doit revenir à la réalité pour terminer sa cuisine. Nei le fait s'agenouiller pour régler quelques affaires en tant que supérieur, et elle le frappe en plein visage pour avoir mis tout le monde en danger. Cela fait, elle comprend qu'il s'est battu pour protéger tout le monde et lui dit qu'elle va s'occuper du dîner pour qu'il puisse se reposer. Il l'aide tout de même à cuisiner et décide qu'il décidera plus tard de ce qu'il faut faire de la fille démoniaque, car il a du travail à faire pour l'instant. Ailleurs, nous apprenons que la fille s'appelle Aoba. On s'est moqué d'elle parce qu'elle est revenue avec des blessures, mais leur guérisseuse, Coco, l'a remise sur pied. Aoba est certaine que le monstre qu'elle a combattu était son frère Yuki, mais elle se demande comment il a pu finir par ressembler à un Shuki. Elle pensait que les hommes n'étaient pas admis dans la force de défense des démons, mais elle a tout de même apprécié leur petite retrouvaille. Après un bain, Yuki tombe accidentellement sur Imari et se prépare à mettre fin à ses jours. Mais à ce moment-là, une porte s'ouvre et deux filles apparaissent. L'une d'entre elles est le commandant de l'escouade des 6, Izumo, et l'autre est son second, Azuma. Elles sont très intéressées par Yuki, qui est en train de devenir très populaire, mais Azuma lui fait prendre Kyoka. Lorsque tout le monde se retrouve, Izumo félicite Kyoka d'avoir un esclave capable de préparer une bonne tasse de café. Le commandant suprême a envoyé un message concernant l'apparition de l'humanoïde vicieux Shuki, et Izumo est venu en discuter. Les escadrons agissent généralement de manière indépendante, mais à l'avenir, la force de défense des démons sera plus cohérente. Azuma se moque d'Imari parce qu'elle s'est évanouie lors de la bataille contre l'humanoïde. Elle la traite de lâche et lui dit qu'elle traîne la réputation de leur famille dans la boue. Azuma lui dit de renoncer à ses rêves et de rentrer à la maison avec elle. En réalité, Izumo fait remarquer que l'humanoïde Shuki est plutôt fort. Kyoka est d'accord et comprend pourquoi ils ont tous reçu l'ordre de travailler ensemble. Azuma exprime sa confiance dans le fait de faire équipe avec Kyoka, mais elle n'a aucune confiance dans l'équipe de Kyoka. Elle dit brutalement qu'elle ne citera aucun nom, mais qu'il y a quelqu'un qui, elle en est sûre, les ralentira. Kyoka a une idée et souligne qu'il est important qu'elles évaluent leurs forces respectives. Pour ce faire, elle recommande d'organiser un match d'exhibition de mannequins entre les équipes. Tout le monde est choqué, et le cerveau débile de Yuki pense immédiatement à un match sportif. Heureusement, Nei le corrige et l'informe qu'il s'agit en fait d'un concours de force et d'habileté entre les escadrons. Kyoka souhaiterait que ce soit un combat singulier, ce qu'accepte Izumo. Izumo doit d'abord s'occuper des préparatifs, et ils partent. À ce moment-là, Imari demande à Kyoka de l'aider à préparer le match. Kyoka lui explique que ce ne sera pas facile, mais Imari proclame que tant qu'elle gagnera, elle fera tout ce qu'il faut. Kyoka est d'accord et lui dit de commencer à s'entraîner tout de suite. Imari se tourne alors vers Yuki et lui révèle que leur accord signifiait en réalité que Yuki serait désormais son esclave. Après que les filles aient dégusté la cuisine de Yuki, celui-ci révèle que son ingrédient secret est la graisse de poulet. Imari dit de lui qu'il est un excellent esclave et il se demande comment il a pu en arriver là. La réponse est simple, c'est pour l'exposition de mannequins, et Imari déclare qu'elle doit gagner. Kyoka savait que l'attitude d'Azuma avait touché un point sensible, et ce match donne à Imari l'occasion de lui donner une leçon. Alors qu'elle voyage pour s'entraîner, Yuki n'arrive toujours pas à comprendre comment il a pu devenir l'esclave d'Imari. Imari révèle que transformer des parties de son corps en armes n'est pas sa principale capacité. Elle montre son vrai pouvoir à Yuki en lui montrant son téléphone, mais celui-ci ressemble à une sorte de jeu de cartes à collectionner. Imari explique que sa capacité s'appelle l'apprentissage, ce qui signifie qu'elle peut apprendre les capacités des autres et les utiliser elle-même. Yuki souligne à quel point c'est surpuissant, et Imari poursuit en disant que tout ce qu'elle a à faire est de sélectionner la capacité d'une personne sur son téléphone et de l'appliquer. Elle a déjà sélectionné le commandant et peut donc utiliser la capacité de Kyoka. Yuki se demande si Imari connaît tous les détails de la capacité de Kyoka, mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est physiquement exigeante. Imari pense que cela signifie simplement qu'elle va devoir s'occuper du ménage et de la lessive et proclame que cela ne la dérange pas de faire ces choses tant qu'elle bat sa sœur. À ce moment-là, elles sont encerclées par Shuki, et Imari demande à Yuki de se transformer. Yuki lui fait remarquer qu'il l'a déjà prévenu,
alors il se transforme, mais le processus est un peu différent cette fois-ci. Cette fois-ci, il n'a pas la même forme que lorsque le commandant le fait, et Yuki le démon est beaucoup plus rapide. Il pense qu'il peut se déplacer à la vitesse de l'éclair sous cette forme, et qu'il est même plus rapide que Kyoka. Le principal inconvénient est qu'il n'est clairement pas aussi fort, mais il décide de faire avec ce qu'il a. Yuki utilise son immense vitesse et déclenche un déluge de coups de poing. Imari est, bien sûr, stupéfaite et devient persuadée que Yuki peut l'aider à battre sa sœur. Après avoir fini de détruire le Shuki, Yuki se demande pourquoi Imari a choisi cette capacité plutôt qu'une autre. Imari lui explique que c'est parce que cela donne à Yuki une chance d'être utile. Elle commence à lui dire qu'il devrait lui être reconnaissant, mais elle s'arrête lorsqu'elle découvre le prix à payer pour utiliser la capacité de Kyoka. Après avoir été récompensé pour son travail, Yuki explique qu'Imari ferait mieux d'utiliser une autre capacité. Imari répond qu'elle le ferait si elle le pouvait, mais son pouvoir d'apprentissage comporte un élément de compatibilité. Elle dégrade la qualité de la plupart des capacités au point de les rendre inutiles. Par exemple, si elle utilisait les capacités de croissance de Shushu, seul son nez grandirait d'1 centimètre. Yuki lui rappelle le prix à payer pour utiliser les capacités de Kyoka, mais Imari l'accepte. Yuki veut savoir pourquoi elle est si désespérée de battre sa sœur, alors elle lui donne une petite leçon d'histoire. Elle est née dans une famille très influente, avec de grandes réalisations et Mato, toutes ses sœurs aînées ont réussi, donc tout le monde avait de grands espoirs pour Imari. Cependant, il lui arrivait souvent de se surmener avant un grand événement et de se blesser, ou de devenir nerveuse et de tomber fiévreuse. Elle n'a jamais obtenu de résultat, et Yuki se dit qu'il peut comprendre. La faiblesse de son pouvoir était également bien connue, si bien qu'on se moquait toujours d'elle lorsqu'elle n'arrivait pas à suivre le rythme de ses sœurs. Depuis qu'elle a coupé les ponts avec sa famille, c'est la première fois qu'elle a l'occasion de prouver qu'ils se sont trompés à son sujet. Imari demande à Yuki de coopérer, et il se dit qu'il est difficile d'aider quelqu'un qui n'est même pas capable de demander poliment. Imari révèle alors que son but ultime est de devenir une héroïne comme leur commandant. Elle espère devenir une nouvelle version d'elle-même si elle parvient à battre Azuma. Imari veut faire ressortir une autre facette d'elle-même, ce que Yuki comprend également. Imari fait remarquer qu'il ne manque qu'une chose pour le combat, et c'est un coup de grâce pour démolir leur ennemi. Maintenant que Yuki utilise son cerveau pour y réfléchir, il se rend compte que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est donner des coups de poing et des coups de pied à tout ce qui bouge, comme un maniaque. Il a ses raisons de vouloir devenir plus fort, et il commence à se demander si Imari n'est pas la clé qui lui ouvrira une nouvelle voie. Yuki est convaincu et accepte de l'aider. Imari lui rappelle qu'il est son esclave et lui explique que le pouvoir de sa sœur s'appelle Golden Hour. Elle peut contrôler le temps, y compris le geler et le rembobiner. Après avoir entendu cela, Yuki, autrefois très confiant et optimiste, se rend compte qu'ils sont foutus. Dans le dortoir de l'autre escadron, Azuma admet que sa sœur parle d'elle. Elle jure qu'elle remettra Imari à sa place lors de l'exposition de mannequins, et ne peut pas être plus excitée pour ce jour. Pendant l'entraînement, Imari révèle que le pouvoir d'Azuma est certes dangereux, mais qu'il consomme de l'énergie. Elle se fatiguera si elle l'utilise trop souvent, et c'est ainsi qu'elles gagneront. Yuki fait remarquer que le simple fait qu'Azuma puisse utiliser sa capacité plus d'une fois est un énorme problème, mais ce n'est pas tout. Imari explique qu'Azuma prend une pause bizarre pour déclencher sa capacité, car il s'agit d'une routine qui est censée améliorer ses compétences. C'est pour cette raison que Yuki recommande d'utiliser sa vitesse fulgurante pour le coup de grâce. Imari est d'accord et prévoit d'utiliser une manœuvre ultra rapide qui ne laissera même pas à Azuma le temps de figer ou de remonter le temps. Elle devra également être assez puissante pour mettre Azuma complètement hors de combat. Yuki tente un pas rapide vers l'avant pour donner un coup de tête, mais il faut le transformer en un coup mortel qui ne peut être esquivé. Imari demande à Yuki de canaliser toute sa force dans une seule partie de son corps, ce qu'il fait avec ses jambes, qui deviennent énormes. C'est alors que Shuki apparaît juste à temps pour servir de mannequin d'entraînement. Les jambes géantes de Yuki le rendent encore plus rapide qu'avant, mais sa première tentative de mouvement spécial ne se passe pas très bien. Après avoir vaincu tous les Shuki, Yuki se rend compte qu'il en a trop fait, car ses jambes sont épuisées. Il est clair qu'il a perdu toute la force de ses bras puisqu'il a mis toute son énergie dans ses jambes. Imari décide qu'il doit continuer à expérimenter jusqu'à ce qu'il perfectionne sa technique, et le récompense cette fois en lui donnant une petite tape sur la tête. Kyoka arrive à leur prochaine séance d'entraînement, et elle est étonnée de voir que Yuki a vraiment l'air différent. Elle complimente également Imari pour avoir pensé à un bon mouvement de finition, mais se demande pourquoi elle le regarde de si loin. Kyoka lui rappelle qu'il y a une essence fondamentale à l'utilisation de ses capacités et lui dit de la rendre fière en partant. Ces paroles font leur chemin dans l'esprit d'Imari, qui monte Yuki et lui explique qu'elle le chevauchera pendant le match d'exhibition. Imari pense que la capacité de Kyoka exige qu'elle contrôle son esclave, et qu'elle ne se contente pas de l'entraîner. Imari saisit les chaînes de Yuki et lui ordonne de canaliser sa force dans ses jambes. Yuki s'exécute et remarque étrangement qu'il ressent plus de puissance qu'auparavant.
Imari lui ordonne d'écraser le premier Shuki qu'il voit, et son attaque le détruit facilement. Yuki n'arrive pas à croire ce qu'il vient de faire et ils se rendent compte que c'est un coup de grâce infaillible qu'ils étaient en train de préparer. Yuki n'est pas sûr de pouvoir le reproduire, mais heureusement pour eux, de nombreux mannequins d'entraînement sont là pour les aider. Après les avoir tous vaincus, Yuki est 1 million de fois plus épuisé que d'habitude. Yuki reçoit sa prochaine récompense et se promet de maîtriser cette nouvelle technique afin de pouvoir la réutiliser à l'avenir. Un doux montage d'entraînement commence et montre comment Yuki devient de plus en plus puissant. Le jour du match d'exhibition, Azuma et les autres arrivent. Azuma voit bien qu'Imari a prévu quelque chose, mais elle essaie de lui faire douter, car elle ne pense pas que sa sœur sera capable de le faire. Imari s'énerve un peu, mais Yuki arrive pour leur dire que le match va bientôt commencer. Yuki voit bien que Imari est ennuyée, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter et lui rappelle qu'elles se sont entraînées comme des forcenés. La confiance d'Imari est rétablie et elle garantit qu'elles vont gagner. Quand tout le monde est prêt, ils écrivent tous leur nom pour qu'une fille nommée Gina puisse utiliser sa capacité. Elle lui permet de créer une barrière en traçant une ligne sur le sol qui sert de frontière. Seuls ceux qui ont signé leur nom peuvent entrer. De plus, tout dommage subi pendant le combat à l'intérieur de la barrière sera guéri. Gina servira d'arbitre, et elle est heureuse de pouvoir assister à l'action de la force de défense démoniaque. Tout le monde ne croit pas que le pouvoir d'octroi de Peach est basé sur la nature et les connaissances d'une personne, mais elle le croit. C'est pourquoi elle est impatiente de voir les pouvoirs de chacun. La barrière de Gina peut résister à la puissance d'1 millier de Shuki, et il compte aussi sur elle pour juger le combat. Yuki voit bien que Gina est une fangirl de la Demon Defense Force, mais cela signifie aussi qu'elle déteste les hommes. Nei n'est pas une combattante, son rôle est donc d'encourager ses coéquipières. D'emblée, le premier round opposera Imari à Azuma. Les règles sont les suivantes, celui qui abandonne ou qui est mis KO en premier pair, les blessures seront soignées et les deux adversaires sont donc encouragés à aller jusqu'au bout. Azuma prévoit de ramener Imari chez elle lorsqu'elle l'aura battue, mais Imari explique qu'elle n'est plus la même personne qu'à l'époque. Elle déclare qu'elle va gagner et demande à Yuki de se transformer. Azuma ne refuse pas à un maître chien d'utiliser son chien au combat, et autorise donc Yuki à prendre part à la bataille. Les deux camps étant prêts, le combat commence. Azuma commence par mettre en garde sa sœur, mais avant même qu'elle ait pu finir sa phrase, elle est à bout de souffle à cause de l'attaque fulgurante de Yuki. Elle n'a aucune idée de l'origine de l'attaque, mais elle se rassemble pour remonter le temps de 5 secondes. Le temps revient au tout début du match, mais Imari peut voir qu'Azuma commence à être fatigué. Heureusement pour eux, ils ont pris de l'avance au cas où ils ne parviendraient pas à l'achever d'un seul coup. Azuma se prépare à découvrir si leur première attaque était un coup de chance et réfléchit au fait qu'Imari ne semble pas s'être rendu compte que sa capacité de manipulation du temps s'est renforcée. Azuma souligne que les petites sœurs ne peuvent jamais battre les grandes sœurs et utilise sa capacité appelée Prime Time. Imari ne laisse pas de temps à sa sœur et demande à Yuki d'utiliser une attaque extrêmement rapide. Azuma parvient à utiliser l'heure d'or pour remonter le temps de 5 secondes, juste avant l'attaque. Au moment où ils entrent dans la zone d'attaque d'Azuma, celle-ci fige le temps pendant 5 secondes. Malheureusement pour elle, elle s'aperçoit qu'ils sont sortis de son champ d'action et Azuma commence à comprendre qu'il change volontairement de tactique. Imari est heureuse de voir qu'ils ont obligé sa sœur à gâcher sa capacité, et elle dit à Yuki de s'en tenir à son plan. Les spectateurs sont stupéfaits de voir Yuki se déplacer plus vite qu'une balle de fusil, et il devient évident qu'Imari essaie d'embrouiller Azuma car il tourne en rond. Yuki sent dans ses os à quel point Imari veut gagner et lui répète qu'il doit l'aider à vaincre Azuma. Yuki augmente la vitesse et leur petite section de supporters les encourage. Azuma sort un pistolet spécialement modifié pour Mato, mais notre Yuki est bien trop rapide sous cette forme. Azuma est de plus en plus agacé, mais Yuki est ravi qu'il la déséquilibre comme il l'avait prévu. Izumo observe et s'amuse de voir que ce combat est en fait un bon combat. Tout le monde pensait que la servitude de Yuki était réservée à Kyoka, mais il est clair maintenant qu'il est capable de se consacrer à un nouveau maître. Alors qu'ils se battent tous les deux, Imari est stupéfaite de voir que Yuki se bat si durement pour elle. Il fait beaucoup plus d'efforts qu'elle ne s'y attendait, et elle décide de s'excuser pour lui avoir donné du fil à retordre auparavant. Cependant, ils doivent d'abord gagner le combat. Imari se rappelle qu'Azuma peut utiliser l'heure dorée instantanément, mais qu'elle doit d'abord prendre sa pause bizarre. Dès qu'il la voit prendre la pause, il décide d'attaquer ou de battre en retraite. De plus, ils peuvent savoir si elle a déjà utilisé sa capacité ou non en se basant sur son comportement. Si elle semble soudain fatiguée, c'est la preuve qu'elle vient de remonter le temps. Si ce n'est pas le cas, ils doivent l'éviter. Alors qu'ils évitent les balles, Imari détermine qu'Azuma ne peut utiliser sa capacité que quelques fois de plus, au mieux, car c'est une énorme perte d'énergie. S'ils peuvent l'obliger à la gaspiller, ils gagneront à coup sûr. Azuma sait déjà exactement ce que pense Imari et a compris sa stratégie. Elle décide donc d'utiliser sa carte maîtresse. Imari pense qu'il s'agit d'une nouvelle heure d'or et qu'elles sont hors de portée. Elle se trompe,
car Azuma utilise l'heure d'or pour geler le temps pendant 10 secondes. La zone gelée est beaucoup plus vaste et tout le monde est prisonnier, et Himari n'a plus aucun moyen de s'échapper. La maléfique Azuma jure de vaincre sa sœur afin de la ramener chez elle et de faire de sa vie un enfer. Elle tire plusieurs balles sur sa sœur juste avant la fin des 10 secondes. Une fois le temps écoulé, tout recommence à bouger et les balles frappent nos héros. Personne n'a vu ce qui s'est passé, car tout le monde pensait qu'Himari gagnait le combat, mais elle est maintenant à terre pour le compte. Azuma explique alors sa capacité de prime time. En prenant la pause ultime, elle est capable de doubler le temps qu'elle peut contrôler. Le seul inconvénient est qu'il lui faut quelques secondes de plus que l'heure d'or pour s'activer. Azuma savait que sa sœur commençait à maîtriser l'autre pause, elle n'avait donc pas d'autre choix. Tous les spectateurs sont stupéfaits, car ils ne savaient pas qu'Azuma pouvait figer le temps pendant 10 secondes. Himari n'arrive pas à croire que sa sœur ait caché cette capacité, mais Azuma explique qu'un génie comme elle devient de plus en plus brillant avec le temps. Le fait de ne pas l'avoir pris en compte dans ses calculs a été la cause de la chute d'Himari. Notre présentateur souligne qu'Himari a pu prendre l'avantage grâce à la vitesse de Yuki, mais Azuma a tout gâché avec sa carte maîtresse. C'est en libérant sa capacité de prime time qu'elle a complètement renversé la situation. Nei craint pour son ami, mais Chuchu sait que le combat n'est pas encore terminé. Elles encouragent leur ami et incitent Himari à montrer à tout le monde de quoi leur escadron est capable. Mais les choses ne vont pas si bien, et Azuma connaît trop bien la capacité d'apprentissage d'Himari. Azuma explique que lorsque le pouvoir d'apprentissage d'Himari adapte une capacité qui a un coût, elle ne peut pas changer de compétence tant que le prix n'est pas payé. C'est pourquoi Himari ne peut pas changer de compétence en plein match. Azuma aime vraiment donner des coups de pied à ses adversaires lorsqu'elles sont à terre, car elle rappelle à Himari le passé. Elle rappelle à sa sœur qu'elle n'a jamais été capable de répondre aux attentes lorsqu'il s'agissait de choses importantes. Cette fois-ci n'est pas différente, car Himari n'a aucun moyen de contrer la capacité d'Azuma à l'heure de pointe. Elle demande à Himari d'abandonner, et Himari commence à se demander si les choses vont se passer comme d'habitude. Himari se demande si tous ses efforts ont été vains, mais Yuki lui fait remarquer qu'Azuma essaie simplement de leur mettre des bâtons dans les roues. Il dit à Himari de regarder le visage d'Azuma et lui fait remarquer à quel point elle est épuisée. Azuma est manifestement bouleversée et Yuki prédit qu'elle ne sera même pas capable d'utiliser à nouveau sa capacité. Yuki déclare qu'il aurait honte si son maître faisait quelque chose d'aussi stupide que d'abandonner alors qu'ils sont si près de la victoire. Himari lui dit qu'il a l'air épuisé et qu'il a une bouche très intelligente pour un esclave. Himari a repris confiance en elle et promet de punir Yuki une fois que tout sera terminé. Les amis d'Himari l'encouragent alors qu'ils se sont finalement relevés, et il est clair que le point culminant du combat approche enfin. Azuma prépare son arme et dit à Himari d'arrêter son comportement honteux. Il n'est plus question d'embrouiller l'esprit d'Himari, car elle voit les choses clairement à présent. Elle lui fait remarquer que dans leur escadron, rester fort et se battre jusqu'au bout n'est pas du tout un comportement honteux. Azuma pense qu'en brisant l'esprit d'Himari maintenant, il serait plus facile de l'entraîner plus tard, mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Yuki et Himari se préparent à utiliser un mouvement qu'elles ont répété, alors Azuma prend la pose de l'or doré. Le corps de Yuki émet une lumière aveuglante, mais Azuma est choquée car elle a déjà pris sa pose. Elle revient tout de même 5 secondes en arrière, prête à mettre fin au combat, mais elle est encore plus stupéfaite de voir une simple Yuki en face d'elle. Elle ne voit Himari nulle part, mais le temps lui est compté et elle tire plusieurs balles sur lui. Tout le monde est alors stupéfait lorsqu'Azuma subit des dégâts et qu'il constate qu'Himari est à terre. Azuma ne pensait pas qu'Himari voulait gagner au point de tout sacrifier, et elle s'effondre. Tout le monde ne sait plus où donner de la tête, mais Himari prend la pose de la victoire. Himari est officiellement déclarée gagnante, et tout le monde célèbre. Kyoka explique qu'Himari a utilisé le flash et la fumée de la transformation inversée de Yuki pour aveugler Azuma. Elle est étonnée par son second et la complimente sur sa stratégie. Tout le monde arrête de se réjouir en réalisant que Yuki est en mauvais état, mais Kyoka leur dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Yuki reprend conscience après s'être fait tirer dessus et on lui dit qu'habituellement, ce genre de blessure mettrait sa vie en danger. Mais comme il les a subies à l'intérieur de la barrière de Gina, elles vont guérir comme si elles étaient neuves. Yuki est guéri presque instantanément et s'étonne de la puissance de Gina. Himari le repousse maintenant qu'il va bien, mais il lui rappelle qu'il vient juste de reprendre conscience. Ils sourient tous les deux en réalisant qu'ils viennent de remporter une victoire difficile. Himari reconnaît qu'il a travaillé très dur et l'aide à se relever. Azuma reprend également conscience et pense à la façon dont Himari était autrefois. Elle se souvient que sa sœur a attrapé un gros rhume juste avant les examens d'entrée parce qu'elle se donnait à fond. Azuma considérait Himari comme une surdouée et la trouvait naïve, mais elle se rend compte aujourd'hui qu'elle avait tort. Azuma confronte Himari, et notre Yuki ne sait pas du tout quoi faire. Azuma admet avec surprise qu'Himari est devenue plus forte et promet de mieux la traiter. Elle veut qu'Himari rentre chez elle, mais Azuma refuse, car c'est au 7e escadron qu'elle appartient désormais. Il n'y a rien à dire pour la faire revenir, et Azuma est abattue. Par la suite,
Les deux combattants se remettent de la bataille et Imari récompense Yuki en l'embrassant. Ailleurs, Izumo revient sur le combat avec Azuma. Izumo explique que c'était le premier combat de Yuki contre un humain, et qu'il est donc probable qu'il ait inconsciemment retenu ses attaques. Dans ces conditions, le premier coup direct de Yuki aurait normalement tué Azuma sur le coup. Izumo rappelle à Azuma de ne jamais sous-estimer son adversaire, puisqu'elle ne l'a pas achevé après avoir utilisé le temps fort. Le dernier commentaire d'Izumo concerne Yuki. Elle est stupéfaite de voir comment il a continué à se surpasser encore et encore, pour finalement se sacrifier. À l'extérieur, nous apprenons que c'est au tour de Chushu de se battre, mais Imari et Yuki ne sont pas encore revenus. Chushu est impatiente d'impressionner Yuki avec ses compétences, alors elle va les chercher. À l'intérieur du dortoir, Imari dit à Yuki que c'est grâce à lui qu'elle a pu vaincre sa sœur et lui donne un autre baiser. Imari s'excuse d'avoir été si méchante avec lui et admet que les garçons ne sont peut-être pas si mauvais. Imari souligne que les baisers ne sont rien d'autre que le prix à payer pour utiliser la capacité, et Chushu est choqué d'entendre cela pour la première fois. À l'extérieur, Azuma s'excuse d'avoir perdu son match. Son échec signifie que c'est à Sahara de gagner pour eux maintenant, mais Sahara ne pourrait pas être plus calme. Sahara est persuadée qu'elle va gagner, mais nous voyons qu'il y a aussi des invités non invités dans les parages. Le deuxième round oppose Chushu à Sahara, toutes deux spécialisées dans le combat à main nue. Chushu veut impressionner Yuki avec ses compétences et espère qu'il pourra la féliciter par la suite. Izuma, qui a perdu, met à l'épreuve son rôle de pom-pom girl, et Sahara promet de rendre ses amis fiers d'elle. Les deux combattants décident de ne pas utiliser leurs capacités, et leur combat commence donc par un sérieux corps à corps. Chushu plaque instantanément Sahara au sol, mais Sahara réussit à lui rendre la monnaie de sa pièce. Chushu ne fait que commencer, mais Sahara est déjà épuisée et déclare qu'il est temps pour elle de commencer à utiliser leurs capacités. Les amis de Sahara se demandent combien de capacités elle va utiliser, et ils prédisent qu'elle en utilisera 3. Kyoka pense que leurs deux capacités sont centrées sur les attaques physiques, et Izumo prédit que Sahara va bientôt mettre fin au match. Chushu se transforme en géant, et Sahara utilise sa capacité appelée Mouton Fou. Elle prononce alors le mot 3 avant d'esquiver une attaque et déclare que le papier bat la pierre, tout en frappant Chushu de plein fouet sur le visage de sa grande personne géante. La capacité Mouton Fou de Sahara lui permet d'augmenter sa force pendant une durée précise qu'elle spécifie à l'avance. La durée minimale est de 1 minute et la durée maximale de 60 minutes. Plus la durée est courte, plus sa force augmente. Cependant, cette capacité a un temps de recharge obligatoire de 3 minutes. Le pouvoir de Blondie porte quelques attaques, et elle souligne que la grande taille de Chushu fait d'elle une cible facile. Sahara porte un coup dévastateur, et Chushu s'inquiète de décevoir Yuki. Sahara veut qu'elle abandonne, mais Chushu explique qu'elle ne fait que s'échauffer. Sahara admire cette attitude, et Chushu ne peut même pas expliquer pourquoi elle se sent si déterminée. Un regard sur le passé montre que Chushu n'a jamais été intéressée par une histoire d'amour avec un mec. Elle a toujours espéré quelque chose de plus intéressant et a décidé qu'elle ne s'ennuierait jamais si elle rejoignait la Demon Defense Force Amato. Ses amis lui ont dit qu'elle comprendrait un jour la valeur d'une relation, et elle veut maintenant que Yuki la regarde pendant qu'elle fait de sérieux dégâts à Sahara. Sahara tente de suggérer à Chushu de rétrécir pour être plus mobile, mais cela semble être un fiasco pour Chushu, qui est avide de sensations fortes. Chushu aime faire les choses en grand ou rentrer chez elle, alors elle fait le contraire de la suggestion de Sahara et grandit encore plus. Personne n'a vu venir la tournure des événements, et Chushu projette son corps gigantesque sur Sahara. Sahara n'est pas à sous-estimer, cependant, car elle tient bon. Chushu l'attrape et lui fait remarquer qu'elle était tout simplement trop grande pour esquiver cette fois-ci. Chushu l'écrase sans pitié sur le sol et célèbre sa victoire. Gina commence un décompte, mais tout le monde est choqué de voir que Sahara n'est pas seulement toujours dans le combat, mais qu'elle est aussi en train de monter en puissance. Izuma explique que si Sahara perd conscience alors que sa capacité est toujours active, ses instincts de tueuse exacerbés prennent le contrôle de son corps. Elle attaquera ses ennemis comme ses alliés, mais c'est la cause de son immense pouvoir. Elle est capable de dormir n'importe quand, n'importe où, et c'est son pouvoir caché. Sahara, inconsciente, détruit alors Chushu, et le compte à rebours commence pour elle. Malheureusement, Chushu ne peut pas se remettre de cette puissante attaque, et Sahara est déclarée gagnante. Gina la soigne et Chushu s'excuse d'avoir perdu. Kyoka la rassure en lui disant qu'elles pourront s'améliorer plus tard, et Chushu part se changer. En partant, elle se met à pleurer, car elle est passée pour une idiote devant Yuki. Yuki l'a entendu et va essayer de lui offrir un verre puisqu'il est le gardien du dortoir. Chushu préférerait qu'il lui efface le souvenir de cette perte pitoyable, mais il n'a malheureusement pas ce genre de pouvoir. Il reconnaît qu'il doit être difficile de perdre, mais il ne pense pas que le combat ait été pitoyable. En fait, Yuki aurait aimé voir plus de ses superbes mouvements de lutte, ce qui rassure Chushu. Chushu lui fait fermer les yeux et surprend Yuki en l'embrassant. Yuki n'a aucune idée de la raison pour laquelle elle a fait ça,
Alors elle explique qu'elle voulait juste faire suivre le choc de la défaite d'un choc encore plus grand. Cependant, elle se dit qu'elle ne peut pas lui dire ce qu'elle ressent vraiment avant qu'il ne l'apprécie davantage. Dehors, Nei informe Kyoka qu'elle ne détecte aucune anomalie dans les environs. Mais cela change très vite, car elle est stupéfaite de découvrir quelqu'un qui la regarde en face. Cette mystérieuse nana est capable de parler à Nei et lui dit de saluer les autres de sa part. Mais elle a aussi un message moins amical, la vraie bataille va commencer. Avant que Nei ne puisse expliquer quoi que ce soit, une bande de Shuki sort du sol. Gina assure à tout le monde que sa barrière est impénétrable, mais tout le monde est choqué par l'arrivée d'une autre personne mystérieuse. Il s'appelle Reiran et c'est une sorte d'humanoïde. Reiran déclenche une attaque puissante et choque tout le monde lorsqu'il commence à briser la barrière de Gina. Le match d'exhibition est immédiatement annulé et Kyoka demande à Izumo de ramener les non-combattants au dortoir. Reiran est impatient de les éliminer tous, alors Kyoka prépare tous les combattants au combat. Elle demande à tout le monde de détruire toutes les cavités de Bleach et commence par renvoyer l'une des plus grandes à Wekomundo. Chushu et Yuki retournent à l'extérieur et Chushu ne tarde pas à se lancer dans la bataille. Elle se sent déjà beaucoup mieux, mais Sahara doit intervenir pour la protéger, et les deux décident de travailler ensemble. Reiran se rend compte qu'ils ne sont pas sa cible, et Imari non plus. Cependant, il trouve Imari assez ennuyeuse, et il utilise une attaque puissante sur elle. Izuma parvient de justesse à la sauver, et les deux sœurs se rendent compte que Reiran sera un adversaire dangereux. Elles se font signe qu'elles ont réfléchi à un plan, et Imari part en courant. Reiran félicite Izuma d'avoir sauvé Imari, mais Izuma jure de lui faire payer le fait d'avoir essayé de blesser sa sœur. Imari retrouve Kyoka et Yuki et demande étonnamment à monter Yuki avec elle. Yuki n'a jamais été monté par deux personnes auparavant, mais ils décident tous d'essayer. Yuki embrasse la main d'Imari et Kyoka prédit qu'avec 2 mètres, Yuki prendra une forme plus puissante. Yuki explose alors de puissance et entame une toute nouvelle transformation. Yuki est désormais un tout autre démon, et il peut sentir la puissance se répandre dans son corps. Il est temps de montrer ce que sa nouvelle forme peut faire, et Yuki est certain qu'il peut reproduire le mouvement Koba à utiliser sur eux. Yuki canalise son énergie et déclenche une explosion d'une puissance inouïe. Les filles n'en reviennent pas de la puissance des 2 mètres, mais elles sont convaincues qu'elles peuvent maintenant battre tous les sems de Shuki. Imari s'inquiète pour sa sœur, mais Kyoka lui dit avec confiance qu'elle s'en sortira plus qu'elles ont Izumo. Non loin de là, Nei informe Izumo qu'il y a 2 autres humanoïdes. Izumo retourne sur le champ de bataille et refuse de se laisser distancer par le 7e escadron. Gina se plaint de ne pas pouvoir voir le combat, mais il n'y a rien à faire car le dortoir possède la plus forte barrière. C'est une véritable torture pour elle, mais Nei la laisse se connecter à son esprit pour qu'elle puisse regarder. Le combat montre Kyoka détruisant quelques démons, et Gina encourage tout le monde. Les Shuki ne peuvent pas être battus avec des armes normales. Le seul moyen de les contrer est d'utiliser les capacités octroyées par les pêches et des armes spécialement conçues pour être imprégnées du pouvoir des pêches. La seule exception à cette règle est Kyoka. Elle s'est entraînée au sommet de la montagne sacrée pour perfectionner son style de combat unique qui détruit les créatures. À force d'entraînement, elle a acquis les compétences nécessaires pour vaincre Shuki sans dépendre de son pouvoir de pêche. C'est ainsi qu'elle a pu devenir commandante, et c'est en ce moment qu'elle est la plus forte. Non loin de là, Izuma utilise sa capacité de manipulation du temps, mais uniquement pour éviter les attaques de Reiran. Izuma est stupéfaite de voir l'immense puissance dont ces humanoïdes sont capables, et elle finit par être victime d'une de ces attaques. Reiran fait remarquer qu'Izuma ne peut pas faire sa pose de manipulation du temps sans son bras, mais il a tort car Izuma peut faire la pose quelle que soit la situation. Izuma revient 5 secondes en arrière, à l'époque où elle avait encore ses 2 bras, et esquive l'attaque. Cette fois, elle est cependant en assez mauvais état, et Reiran prépare une attaque terrifiante pour l'achever. Le moment s'intensifie alors qu'Izuma s'apprête à être tué, mais la tension retombe lorsqu'Izumo surgit de nulle part. Tous les participants sont stupéfaits de la voir surgir de nulle part, et elle dit à Izuma qu'elle va s'occuper de lui à partir de maintenant. Reiran n'apprécie pas la désinvolture d'Izumo et lui rappelle que toute son armée se rapproche d'elle. Izumo trouve cette déclaration humoristique alors que la poussière se dissipe, et elle révèle qu'elle a déjà neutralisé tous les Shuki qui pourraient essayer d'interférer dans leur combat. Reiran est stupéfait de voir qu'il est maintenant entouré par son armée détruite, et Izumo fait remarquer qu'il devrait encore y avoir 2 humanoïdes de niveau officier quelque part. Cependant, elle décide de remettre cette question à plus tard et de s'occuper de Reiran pour l'instant. Reiran reconnaît la puissance d'Izumo, mais reste confiant et s'attend à un combat amusant. Le combat fait rage, mais il semble y avoir un nombre infini de Shuki. Kyoka montre sa puissance en tant que commandant et prend la tête du combat. Chushu et Sahara s'occupent également de quelques Shuki, et Azuma regarde Izumo se préparer à combattre Reiran. Reiran est déçu de n'avoir rencontré que 2 adversaires, ce qui montre clairement qu'il ne vise que les commandants. Reiran déclare qu'il mettra fin au combat en un clin d'œil et déclenche une puissante attaque de foudre. L'énorme rayon fait d'énormes dégâts, et il est une fois de plus déçu de voir à quel point il a été facile de vaincre l'un de leurs chefs.
Il est bien sûr choqué lorsqu'Izumo apparaît derrière lui et lui assène un coup de pied en pleine tête. Ce type a réussi à esquiver l'attaque, et il se rend compte que ses efforts sont inutiles. Même si elle parvenait à l'attaquer, sa peau est aussi dure que l'acier et il ne sentirait rien. Il se déclare invincible, mais Izumo esquive ses attaques en utilisant une sorte de portail. Elle utilise ensuite l'un de ses portails pour attaquer, et Reiran est stupéfait de voir qu'elle a réussi à endommager son bras. Gina admire les capacités de son chef et lui fait remarquer que les deux commandants ont été capables de mettre au point un plan pour anéantir instantanément une armée d'invasion. Reiran en a assez de ce combat ennuyeux et commence à augmenter sa puissance, car il a enfin décidé de passer aux choses sérieuses. Il envoie sa puissance dans le ciel et utilise une attaque qu'elle ne pourra pas éviter. Yuki craint d'être éliminé, mais Kyoka le sait mieux que lui et lui dit de se contenter de regarder. Reiran déclare triomphalement sa victoire, mais il manque de perspicacité, car Izumo est étonnamment toujours en vie. Elle utilise un portail pour donner un coup de poing, et Reiran est complètement désorientée lorsqu'elle semble également l'avoir téléporté d'un simple toucher. Reiran tombe alors désespérément dans les airs, et Gina se réjouit de la capacité divine de son chef. Izumo est capable de manipuler l'espace autour d'elle, et cela s'appelle Amnomitori. Izumo utilise sa capacité pour ouvrir un autre portail et faire disparaître Reiran. Izumo déclare que sa défense impénétrable n'a aucune importance quand elle peut déchirer le tissu de l'espace. Yuki est impressionné par la façon dont les deux chefs ont complètement anéanti une armée, et Imari fait remarquer que c'est ainsi que sont tous les commandants. Ils sont d'un tout autre niveau. De plus, Kyoka veut être à la tête de tous les commandants, et son objectif semble donc impossible à atteindre. Mais les doutes de Yuki sont dissipés lorsque Kyoka déclare avec assurance qu'elle deviendra le commandant suprême quoi qu'il arrive. Kyoka demande aux autres filles de s'occuper des Shuki restants, et Yuki se rend compte qu'il ne peut pas rester là à admirer la force de Kyoka. Il se rappelle qu'il est venu à Mato pour être un héros et déclare qu'il se joindra à eux. Ensuite, le groupe discute de la façon dont ils ont pu gagner la bataille. Le problème, c'est que, d'après le rapport de Nei, il y avait d'autres généraux ennemis quelque part dans les environs. Notre groupe les a cherchés, mais ils n'ont pas trouvé la moindre trace de ces autres généraux. Nei s'excuse de les avoir détectés trop tard, mais ils ont supposé que ces généraux avaient une sorte de capacité d'occultation. Ils disent à Nei de ne pas s'y attarder, car son avertissement leur a évité d'être pris de court par leurs assaillants. Izumo traite Yuki de petit esclave et lui dit qu'il a volé la vedette sur le champ de bataille. Il a également conquis Gina, qui se rend compte que les garçons peuvent aussi avoir du talent. Elle est maintenant sa plus grande fan et veut même un autographe. Imari s'approche alors de sa sœur et la remercie d'être venue à son secours. Azuma garde son sang-froid et explique simplement que laisser l'ennemi vaincre Imari ferait honte à leur famille. Azuma continue de jouer la comédie en déclarant que c'est la seule raison pour laquelle elle l'a sauvée. Elle propose à Imari de l'entraîner si elle revient avec elle, mais Imari lui rappelle que le 7e escadron est sa maison. Les deux commandants décident de déclarer le match nul, mais ils sont déçus car ils attendaient avec impatience leur combat en tête-à-tête. Les deux escadrons se séparent, mais Izumo part avec un sourire mystérieux. Il est temps de se détendre, mais Yuki a éliminé beaucoup de Shuki, et il est donc récompensé pour ses efforts. Plus tard dans la nuit, Nei fait un dessin de ce à quoi ressemblaient les généraux ennemis cachés. Le dessin est assez impressionnant, et il les aide à réaliser que ces généraux ne sont pas les humanoïdes qu'ils ont rencontrés la dernière fois. Yuki repense à l'adversaire dont il parle et ne peut s'empêcher de penser qu'elle ressemble à sa sœur. Il se demande si elle appartient à un autre groupe ou s'il y a une autre raison pour laquelle elle n'était pas avec ses ennemis. Notre garçon trouve enfin le sommeil dont il a tant besoin, mais nous voyons qu'Izumo utilise ses portails pour d'autres choses que le combat puisqu'elle semble surveiller Yuki. Le lendemain, Yuki, Kyoka et Imari vont visiter le dortoir du 6e escadron. Izumo les accueille car les deux commandants ont des choses importantes à se dire. Kyoka dit à Imari de faire connaissance avec les membres de l'autre escadron, et Izumo l'encourage à regarder autour d'elle. Quant à notre garçon, Yuki est confiant dans son rôle de gardien de l'escadron et sait que son travail consiste à l'aider du mieux qu'il peut. Cela fonctionne parfaitement, puisque certaines des troupes d'Izumo sont dehors en ce moment, y compris leur propre gardien. Yuki déclare qu'il les soutient et promet de faire de son mieux. Notre garçon Yuki semble enthousiaste à l'idée de pouvoir faire ce qu'il aime, et il commence par faire le ménage. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire car tout le dortoir est déjà propre. Yuki est déçu d'avoir été si enthousiaste, mais il trouve heureusement une tâche. Il l'analyse en profondeur et détermine qu'il a le nettoyant parfait pour faire le travail. La prochaine étape est la lessive, mais il doit se calmer car il n'a pas encore pris l'habitude de la faire. De retour à la maison, Chuchu se demande ce que fait Yuki mais se rappelle qu'elle attendra qu'il l'apprécie davantage pour lui faire part de ses sentiments. Elle décide d'utiliser ce temps pour s'améliorer et décide de faire le ménage. Dans l'autre dortoir, Yuki s'apprête à remettre à Azuma son uniforme propre, mais il craint ce qu'elle pourrait dire en le voyant. Il est soulagé de voir qu'elle ne semble pas être là et décide de laisser l'uniforme dans sa chambre. Cette décision est regrettable, car les choses deviennent un peu bizarres lorsqu'il ouvre la porte et découvre qu'Azuma a des photos d'Imari partout. Le véritable amour d'Azuma pour sa sœur est évident,
mais c'est un peu trop, et notre garçon Yuki sort de là aussi vite qu'il le peut. Yuki trouve ensuite Sahara endormie, mais se retrouve dans un endroit étrange. Sahara s'excuse ensuite, et il trouve une Imari très calme. Il se demande ce qu'elle a, et elle explique qu'elle attend juste de parler à sa sœur. Azuma est occupée à se faire déchiqueter en soulevant des poids lourds, et Imari se demande si elle fait ça tout le temps. Elle le fait, et Sahara révèle qu'Azuma s'est entraînée de la sorte bien avant que le match d'exhibition ne soit envisagé. Imari est étonnée que sa sœur se surpasse encore plus qu'avant, et Sahara se demande si Imari admire sa grande sœur. Imari souligne que sa personnalité est nulle, mais concède qu'Azuma a de bons résultats scolaires et sportifs. Imari a toujours pensé qu'elle pourrait apprendre une chose ou deux de sa grande sœur. Sahara explique qu'elle croit fermement à la théorie selon laquelle les capacités d'une personne sont basées sur ses connaissances et sa nature. Dans le cas d'Imari, son désir d'apprendre d'Azuma est peut-être ce qui lui a donné la capacité d'apprendre et d'utiliser les pouvoirs d'autres personnes. Quant à Azuma, sa capacité à contrôler le temps pourrait provenir de son désir de passer du temps avec sa petite sœur. Cela a beaucoup plus de sens qu'Imari ne veut bien l'admettre, et Sahara encourage Imari à parler plus souvent à sa sœur. Yuki est d'accord, et Imari va la voir. Azuma continue à jouer les durs, mais il est clair qu'elles s'entendent mieux qu'avant. Sahara pense que montrer la chambre d'Azuma à Imari serait le moyen le plus rapide d'arranger leur relation, mais Yuki pense qu'il vaut mieux garder cette chambre secrète. Près de là, Kyoka explique qu'ils devraient rechercher les humanoïdes de manière proactive. Ils n'ont pas bougé ces derniers temps et Kyoka pense que l'enquête devrait commencer près du cratère où ils sont apparus pour la première fois. Kyoka souligne qu'Izumo a éliminé l'un des 4 humanoïdes confirmés, mais Azuma n'en est pas si sûr. Ailleurs, nous découvrons que Reiran est toujours en vie. Il s'est complètement rétabli, et ses amis humanoïdes lui font remarquer qu'il était à 2 doigts de mourir. Nous voyons ensuite ce qui s'est passé juste avant que Reiran ne soit aspiré dans le portail, lorsque des lolis l'ont sauvé. Le Reiran délirant est certain qu'il aurait pu continuer à se battre après cela, mais la Loli lui fait remarquer que la bataille a été perdue lorsqu'il les a laissés détruire son armée. La Loli s'appelle Shikoku, et elle fait un petit récapitulatif des événements. Tout d'abord, elle a combattu le 3e escadron pour évaluer les capacités de l'ennemi. C'était du gâteau pour elle, mais le chef du 3e escadron n'était pas avec eux. C'est pourquoi le but de leur dernière attaque était d'expérimenter le pouvoir d'un commandant. Ces commandants ont dépassé toutes ses espérances. Reiran voulait lancer une attaque de grande envergure contre la force de défense des démons, mais les commandants ont prouvé qu'ils ne pouvaient pas le faire. Reiran pense toujours qu'ils peuvent gagner, mais l'autre humanoïde est d'accord avec le Loli. Cela étant réglé, il est temps de suivre le plan de Shikoku. Le sien consiste simplement à attaquer lorsqu'ils auront rassemblé les 8 membres de leur peuple et à opérer dans l'ombre jusqu'à ce moment-là. Reiran déteste qu'on l'appelle peuple, mais Shikoku ne peut s'empêcher de s'intéresser à eux. Les humains sont incroyablement divertissants pour elle, et ils sont bien plus complexes qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. La réunion entre Kyoka et Izumo touche à sa fin, mais Izumo a encore une chose en tête, le personnel, et Izumo choque Kyoka lorsqu'elle demande à avoir le petit esclave. Kyoka est bien sûr stupéfaite d'apprendre qu'Izumo veut Yuki, et elle explique que c'est parce que sa vie personnelle est un peu terne, c'est pourquoi elle veut un animal de compagnie qui puisse l'aider à se détendre après une dure journée de travail. Kyoka ne veut manifestement pas le faire, mais Izumo lui fait une offre qu'elle ne peut pas refuser, si elle lui cède la petite esclave, Izumo la soutiendra lors de la prochaine élection du commandant suprême. Il s'agit là d'une très grosse affaire, mais Kyoka refuse toujours. Elle déclare qu'elle deviendra commandant suprême par elle-même, et non en utilisant l'un de ses subordonnés. Leur réunion est terminée, mais Izumo aimerait savoir si elle peut sortir avec Yuki pendant son temps libre. Kyoka raconte ensuite tout à Yuki. Il est occupé à prendre soin de l'escadron 7, mais Kyoka admet qu'elle ne peut pas contrôler ce qu'il fait pendant son temps libre. Yuki pense à toutes ses tâches et se rend compte qu'il n'a pas beaucoup de temps libre. Cette nuit-là, Yuki se repose et se dit qu'il est censé devenir un héros, pas un animal de compagnie. C'est alors qu'Izumo vient le voir et lui dit de se taire. Elle avoue avoir le béguin pour lui et aimerait que Yuki devienne son petit ami. Yuki est stupéfait car il pensait qu'elle ne le voulait que comme animal de compagnie, mais elle veut en fait une vraie relation avec lui. Izumo a été conquise par sa bravoure et ses talents de ménagère. Izumo montre ce qu'elle peut faire avec ses capacités, mais Yuki lui dit qu'il a besoin de temps pour décider s'il veut une relation ou non. C'est alors que Chuchu fait irruption pour jouer à des jeux vidéo avec lui, mais elle est stupéfaite par ce qu'elle voit. Les filles se réunissent et grondent Izumo pour s'être faufilé dans le dortoir. Kyoka a accepté de ne pas se mêler de leur vie, mais Izumo n'a pas le droit d'abuser de son pouvoir pour se jeter sur Yuki. Leur réunion étant terminée, Izumo dit au revoir à Yuki et rentre chez lui. Yuki est épuisé et on lui demande de se reposer car ils auront un entraînement matinal le lendemain. Le lendemain matin, Kyoka révèle qu'ils devront sûrement combattre à nouveau les humanoïdes. Pour s'y préparer, elle aimerait s'entraîner à prêter sa capacité d'esclave. Cela permettrait aux autres de chevaucher Yuki sous forme d'esclave. Il est devenu évident que les attributs de Yuki changent en fonction de la personne qui le chevauche. Plus il est capable de se transformer, plus ils auront d'armes à leur disposition.
Nei est la première à monter sur le dos de Yuki et s'empare de ses chaînes. Nei tire sur les chaînes et Yuki commence à se transformer. Il prend une toute nouvelle forme, mais il ne peut pas vraiment la décrire pour l'instant. Yuki lui fait comprendre qu'il peut la tester, et Nei se prépare en s'accrochant fermement. Yuki fait un peu de boxe de l'ombre et constate immédiatement qu'il ne se sent pas aussi fort que les autres transformations. Il ne se déplace pas non plus aussi vite que lors de sa transformation en tourbillon, mais ses sens sont plus aiguisés que jamais, sa vue et son ouïe sont également améliorés. Yuki essaie de canaliser son énergie dans ses yeux et découvre avec stupeur qu'il a une vision à rayon X. Il s'excuse de voir des choses qu'il ne devrait pas voir, et tout le monde se rend compte de ce qui se passe. Kyoka est stupéfait par son pouvoir et réalise que cette capacité peut être utilisée pour repérer les Shuki cachés. Cependant, le prix à payer est élevé. Contrairement à Imari qui utilise sa capacité d'apprentissage pour emprunter Yuki, lui prêter directement demande une force considérable. Yuki redevient normal et Nei le remercie en lui donnant une bise sur la joue en guise de récompense. Nei s'excuse d'avoir été aussi direct, mais cela permet à Kyoka de se rendre compte d'une chose, la personne responsable de la récompense de Yuki est l'emprunteur, et non le propriétaire. Kyoka s'excuse auprès de Nei car elle pensait que c'était à elle de le récompenser lorsqu'elle prêtait ses capacités. Chuchu a une idée et déclare avec enthousiasme que c'est à son tour de transformer Yuki. Kyoka demande à Chuchu d'être sûre de sa décision car elle devra peut-être un jour l'utiliser au combat. Si les combats deviennent intenses, sa récompense pourrait être plus importante que celle de Nei. Chuchu aime cette idée, mais elle le cache en déclarant que vaincre Shuki est leur priorité numéro 1. Chuchu saute sur son dos et s'empare de ses chaînes. Yuki se transforme à nouveau, et il peut immédiatement dire que cette transformation est beaucoup plus forte que les autres, cependant, il est beaucoup plus volumineux et beaucoup plus lent. Kyoka reconnaît qu'il est vraiment puissant, mais elle ne pense pas qu'il vaille la peine de prêter son pouvoir pour une amélioration aussi simple. Chuchu ne veut pas qu'elle tire des conclusions hâtives et lui fait remarquer qu'il y a de fortes chances que si elle devient une Mato géante, Yuki grandira avec elle. Chuchu tente sa chance, mais elle finit par écraser Yuki, qui est de taille normale, car il n'arrive pas à grandir avec elle. Chuchu est d'autant plus déçu que sa récompense se résume à la pose d'un bandage. Cette transformation n'étant pas très convaincante, Kyoka décide de ne pas l'utiliser de sitôt dans les combats. Yuki s'inquiète de voir Kyoka utiliser trop de pouvoir, mais elle dit qu'elle devra s'y habituer. La transformation de Yuki avec Nei comme maître semble pouvoir être utile, ils vont donc se concentrer sur son développement. Nei part se préparer pour l'école et Yuki se demande pourquoi elle a rejoint la force de défense des démons. Nei est prête pour l'école et Yuki lui propose de l'accompagner. Nei accepte car elle est sa supérieure et elle aimerait qu'il apprenne à mieux la connaître. Ils traversent tous les deux un portail et Nei est surprise d'entendre que Yuki veut savoir pourquoi elle s'est engagée. Aller à l'école tout en faisant partie de la force de défense des démons est une lourde responsabilité, mais Nei pense que cela en vaut la peine. Elle révèle que cela lui donne la meilleure chance de retrouver ses parents. Nei explique qu'un jour, ses parents ont disparu et que tout porte à croire qu'il s'agit d'une mésaventure du Mato. Il y a des rumeurs selon lesquelles des gens auraient reçu des appels téléphoniques ou auraient aperçu des personnes disparues lors d'accidents de Mato. Yuki a entendu parler de ces rumeurs et comprend maintenant qu'elle a rejoint les forces armées dans l'espoir de retrouver ses parents. Nei pense que ses sentiments se sont manifestés sous la forme de sa capacité après avoir mangé une pêche, car celle-ci est capable de l'aider à trouver des choses. Yuki lui assure que ses parents sont en vie quelque part, tout comme sa sœur. De retour à Mato, Izumo réalise un message qu'elle a reçu du commandant suprême, même s'il trouve l'humanoïde Shuki, ils ne doivent pas s'engager avec lui avant que le commandant suprême n'en donne l'ordre. Il est évident qu'elle veut leur parler et peut-être évaluer leur degré d'intelligence. Si tout se passe bien, il pourrait être en mesure de résoudre le problème des Shuki et d'éviter les accidents du Mato. Kyoka s'oppose à cette idée et fait remarquer que ces humanoïdes sont du genre à attaquer d'abord et à poser des questions ensuite. Elle doute que les humanoïdes veuillent simplement leur parler et pense que le commandant est naïf. Izumo admet que la situation évoluerait probablement vers une bataille de toute façon, et elle promet que son escadron coopérera avec Kyoka quoi qu'il arrive. Yuki rentre chez lui, et il est choqué de voir qu'Izumo est là. Izumo le taquine un peu parce qu'il est nerveux, mais c'est alors que les alarmes retentissent. Imari et Chuchu sont en patrouille et signalent l'apparition de nombreuses portes. Kyoka dit à Yuki qu'ils doivent aider les filles, et Izumo propose de les emmener. Izumo a la capacité de les téléporter immédiatement, mais Kyoka lui dit de s'éloigner car cela relève de leur juridiction. Elle demande à Yuki de se transformer, mais il voit bien qu'elle est de mauvaise humeur. Kyoka revient sur ce qu'elle a dit à propos de ne pas interférer avec sa vie privée et lui interdit de s'extasier devant le commandant d'une autre escouade. Yuki est choqué et déclare qu'il n'est que son esclave. Les deux se lancent dans la bataille, et Kyoka commence par une technique qu'elle n'a jamais utilisée auparavant. Chuchu observe la scène avec stupéfaction, mais Imari se fait attaquer. Chuchu parvient tout juste à l'aider, mais ils s'aperçoivent qu'un nouveau type de Shuki est apparu. Yuki l'attaque, mais la chose guérit immédiatement, ils doivent donc essayer quelque chose de plus fort. Ils utilisent une attaque appelée The Mighty Blade Cross,
qui parvient à couper le nouveau Shuki en deux. Non loin de là, nous voyons que Shikoku les observe, et elle est déçue que sa petite expérience ait échoué. Elle ne fait que s'amuser avec eux et leur fait remarquer que les humains semblent aussi aimer combiner et matoifier les choses. Son ami humanoïde ne comprend pas ce qui se passe dans sa tête, mais Shikoku se demande ce qu'elle devrait essayer ensuite. Le combat est terminé, et Yuki félicite Kyoka de l'avoir rendue si enthousiaste. Izumo rentre chez elle et déclare que sa vie ne sera plus ennuyeuse maintenant que Yuki en fait partie. Un peu plus tard, Yuki et Kyoka se mettent au travail et éliminent plusieurs Shuki. Ils utilisent une nouvelle chaîne d'attaque combinée et le combat s'achève. Un autre Shuki surgit de nulle part, mais Yuki l'élimine rapidement. Yuki se sent bien quand Kyoka le félicite pour son travail, et il pense que cela l'aidera à devenir plus fort. Il veut juste être assez fort pour la protéger, et c'est ce qui le pousse à porter Kyoka en guise de récompense. Kyoka n'arrive pas à comprendre ce que veut Yuki, et ils s'embrassent. Par la suite, les filles parlent toutes de Yuki comme d'une sorte de robot domestique. Il suit les ordres à la lettre et cherche la méthode la plus efficace pour agir tout seul. Izumo est là aussi et les autres lui disent de rentrer chez elle. Izumo n'est pas encore obligé de retourner au dortoir, mais Yuki voit bien que Kyoka s'énerve, alors qu'Izumo se demande comment il est devenu si talentueux. Yuki explique que c'est en fait sa sœur qui lui a appris beaucoup de choses quand il était plus jeune. Les autres peuvent voir à quel point il admire sa sœur et aimerait savoir comment elle était. Yuki se souvient de l'époque où il était enfant et où il a été confronté à une brute. Le grand frère de la brute était encore pire, mais la sœur de Yuki est apparue pour le sauver. La brute a fini par tourner son attention vers elle, mais cela ne s'est pas passé comme il le pensait. La sœur de Yuki s'est inquiétée pour lui lorsqu'elle a entendu un enfant se faire étrangler, mais il s'agissait en fait pour Yuki de montrer ses talents de MMA à la brute. Yuki s'est exclamé qu'elle lui avait appris à lutter et il a déclaré qu'il n'était pas une mauviette. Elle n'aurait pas pu être plus fière et a donné un A+ à Yuki. Toutes les filles admirent à quel point elle a été une bonne grande sœur et Kyoka donne à Yuki le reste de la journée. Izumo rentre chez lui et Yuki part prendre un bain. À ce moment-là, Nei détecte que quelqu'un est en danger dans les environs, et elles se mettent tout à l'œuvre. Un coup d'œil à l'extérieur révèle que quelqu'un est en train de courir pour sauver sa vie, mais les filles arrivent peu après pour le sauver. Imari dit à cette personne que tout va bien maintenant, mais elle est choquée lorsqu'elle voit de qui il s'agit et se fait attaquer. Coco se présente et déclare qu'il est temps de souffrir. Chuchu se rend compte qu'il s'agit d'un autre humanoïde, et Imari révèle qu'elle n'a survécu que parce qu'elle a bloqué l'attaque avec un bouclier. Coco est impressionnée, mais elle n'a pas l'intention de leur laisser un répit, et elle appelle plusieurs Shuki. Imari supplie Coco d'arrêter, mais cette dernière est choquée qu'elle connaisse son nom. Elle se demande si c'est à cause de la capacité de pêche d'Imari, mais Chuchu fait remarquer que Coco a annoncé son nom elle-même. Imari explique qu'ils veulent négocier avec les humanoïdes, mais Coco n'a aucune envie d'écouter et veut juste les écraser. De retour au dortoir, Yuki remarque qu'il a des coupures et des bleus partout. Mais tout ne va pas si mal, car il se rend compte que ses muscles se développent bien. Il s'encourage à continuer à progresser, mais Kyoka le surprend et lui dit de se préparer au combat. De retour au combat, Imari se rend rapidement compte que ses balles ne parviennent pas à transpercer l'un des monstres. Coco explique qu'il possède une armure résistante supplémentaire, mais elle est choquée lorsqu'Imari lui révèle qu'elle peut aussi s'adapter. Sa nouvelle arme géante tire un puissant rayon et cause d'énormes dégâts. Imari doit annuler sa capacité pour esquiver la contre-attaque de Coco, qui lui fait comprendre qu'elle ne fait que s'amuser. Chuchu achève 2 petits frettins, mais un Shuki s'avère être un problème. Un autre humanoïde émerge de la bête et frappe Chuchu. Kyoka et Yuki se précipitent vers leurs amis, mais ils sont interceptés par l'humanoïde qu'ils ont déjà rencontré. Elle croque dans une pêche et Yuki doit esquiver son attaque. L'humanoïde demande à Yuki d'arrêter de bouger, et il obéit de façon choquante à son ordre. Yuki est alors capturé et Kyoka est encerclée. Kyoka parvient à éliminer le Shuki, mais elle constate que l'ennemi est parti avec Yuki. Kyoka informe les autres et explique que Yuki devait être leur cible depuis le début. Tout le monde s'inquiète pour lui, mais Kyoka fait remarquer qu'ils sont tous les deux blessés. Elle décide qu'ils devront se regrouper au dortoir et décider de la suite des événements. Un rapide coup d'œil dans le passé montre que la sœur de Yuki a disparu. De retour dans le présent, Yuki se réveille en entendant un bruit étrange, et il est plaqué au sol par un humanoïde. Aoba entre dans la pièce et est immédiatement furieuse. Elle suppose que les autres humanoïdes lui ont enlevé ses vêtements, mais il lui explique que c'est ainsi qu'il était après s'être retransformé en humain. Coco ayant la capacité de guérir, Yuki se rend compte que toutes ses blessures et cicatrices ont disparu. L'attitude d'Aoba change rapidement, et Yuki est maintenant plus sûre que jamais qu'elle est sa sœur. Elle l'embrasse, heureuse de se voir, et Yuki n'arrive pas à croire qu'elle ait été en vie pendant tout ce temps. Ils partagent un moment agréable, mais Yuki se demande comment elle s'est transformée en humanoïde. Aoba décide qu'il serait plus facile de lui montrer où ils sont et ce qu'ils sont, et elle s'habille. Ils sortent et Aoba lui montre le village caché. Il n'y a pas de péché dans la région, c'est pourquoi la Demon Defense Force ne s'y rend jamais.
Il y a d'autres anciens humains comme Aoba, et elle explique que 20 personnes vivent ici. Koko et Naon se présentent, et Yuki se demande si tous les Shuki étaient des humains. Ce n'est pas le cas, car les Shuki ne sont que des monstres, et les humanoïdes sont un cas particulier. C'est un accident qui est à l'origine des humanoïdes, mais leurs âmes sont toujours humaines. Aoba déclare que Yuki peut vivre avec elle dans cet endroit et lui assure qu'il ne sera plus traité comme un esclave. Yuki tente d'expliquer qu'ils n'ont aucune raison de se cacher puisqu'ils sont tous en partie humains. Il est sûr de pouvoir les protéger et les supplie de s'adresser à la force de défense des démons. Les humanoïdes deviennent furieux et Koko déclare que la force de défense des démons est leur ennemi. Aoba rappelle qu'ils l'ont réduit en esclavage et qu'ils ne peuvent pas être alliés à cause de la structure de leur hiérarchie. Yuki est choqué de voir à quel point leur attitude a changé, et il se demande ce qui s'est exactement passé. De retour au dortoir, Chuchu se fait penser, mais elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Yuki. Nei n'a pas réussi à le retrouver, et elle demande même de l'aide aux autres équipes. Elle décide d'élargir sa zone de recherche, mais Chuchu se demande ce que fait Kyoka qui est resté enfermé dans sa chambre depuis leur retour. Imari suppose que c'est parce qu'elle a reçu l'ordre du commandant suprême de ne pas entrer en contact avec les humanoïdes. Imari calme Chuchu en lui faisant remarquer que le but des humanoïdes était de capturer Yuki. Ils ont probablement un objectif précis en tête, ils devraient donc être en sécurité. Imari suppose que Kyoka a un plan, mais nous voyons que ce n'est pas le cas car Kyoka est en fait très contrariée. Elle pense à la façon dont Yuki a obéi à l'ordre de quelqu'un d'autre pendant le combat, et elle se promet de le faire payer à son retour. À ce moment-là, elle sent quelque chose et nous revenons à Yuki. Les humanoïdes sont toujours en colère, alors Yuki change de sujet et demande comment Aoba a su qu'il était Amato. Elle explique qu'elle est capable de sentir sa présence en tant que grande sœur. Notre garçon Yuki est affamé, alors Aoba part lui chercher de la nourriture. Les humanoïdes sont d'accord avec Yuki pour dire que travailler avec Aoba est parfois stressant, mais ils expliquent que tout le monde l'aime. Koko commence à grignoter un champignon, et Yuki, affamé, le renifle. Mais c'est une mauvaise décision, car il commence à avoir des hallucinations. Yuki prend l'un des humanoïdes pour de la nourriture, et Aoba revient pour trouver son frère dans une situation compromettante. De retour au dortoir, Kyoka sort enfin de sa chambre. Elle révèle que son corps s'est mis à bouger tout seul, ce qui signifie que la transformation de Yuki a pris fin. Tout le monde s'enthousiasme en réalisant ce que cela signifie. Kyoka doit le récompenser pour sa transformation, ce qui fait d'elle un radar de détection de Yuki vivant. De retour au village caché, Yuki se sent mieux après avoir mangé un repas. Aoba lui fait remarquer qu'il est là comme au bon vieux temps, et qu'elle commence à peine à comprendre ce qui se passe. Yuki regarde le modèle de pêche qu'elle tient et fait remarquer qu'il n'en a jamais mangé dans le monde réel. Elle lui fait remarquer que ce n'est pas une décision facile à prendre quand on a beaucoup d'autres responsabilités, et que beaucoup de gens choisissent de ne pas en manger. Yuki pensait que ses pouvoirs venaient des pêches, et Aoba révèle qu'il y a en fait un lien. En effet, ce sont les pêches qui leur permettent d'avoir l'apparence qu'elles ont aujourd'hui. De retour au dortoir, les filles se préparent à partir. Nei sera laissée derrière, mais les filles de l'autre équipe arrivent pour l'aider. Elles partent toutes, et Kyoka déclare que leur mission de sauvetage de Yuki commence maintenant. Yuki est impatiente d'entendre l'histoire d'Aoba, mais Naon arrive et décide qu'il vaut mieux raconter la sienne d'abord. Il y a des souvenirs douloureux, mais elle pense que Yuki doit apprendre la vérité. Naon était à l'origine mannequin dans le monde réel, mais elle a fini par être impliquée dans une mésaventure de mannequin. Elle avait toujours attendu avant de manger une pêche, car elle pensait qu'elle pourrait obtenir une capacité de rajeunissement si elle attendait d'être plus âgée. Cependant, le jour de l'accident, elle n'avait plus le choix, et pour éviter d'être effacée par un Shuki, Naon a mangé une pêche, le pouvoir de la pêche s'est détraqué et elle s'est évanouie. Elle s'est réveillée dans un centre de recherche consacré à l'étude des Shuki. Naon ne comprenait pas pourquoi elle se trouvait dans un tel endroit, mais elle fut terrifiée lorsqu'elle réalisa qu'elle était en train de muter. La théorie veut que cela soit dû au miasme de Mato, mais des recherches plus approfondies sont nécessaires pour en être sûr. Naon devint donc très précieuse pour la recherche, et on lui demanda de participer à certaines expériences. Naon a refusé et a exigé que les chercheurs la guérissent. Ceux-ci l'informèrent que leur recherche permettrait également de la guérir, et Naon n'eut d'autre choix que d'accepter les expériences. Ils l'ont tripotée comme si elle était une sorte de rat de laboratoire. Mais cela ne durera pas éternellement, car elle finira par prendre conscience de sa capacité à se déplacer à travers les objets. Yuki est alors choquée lorsque cette nana envoie ses bras à travers Koko. Naon explique qu'elle a simplement attendu le bon moment et s'est échappée de l'établissement avec ses amis. Les autres ont des histoires similaires, et ils ont tous fini là. L'histoire d'Aoba est un peu différente, elle était seule lorsqu'elle a été transformée. Sa douleur était atroce et elle s'est battue pendant des années pour conserver son intelligence humaine. Aoba espère qu'il comprend maintenant pourquoi elle a dû le sauver d'une manière aussi énergique, c'est parce que Mato a un côté vraiment sombre. Yuki pense qu'il devrait le dire aux gens, mais Aoba explique que c'est sans espoir. Le bureau prétend que l'existence de Mato sert les intérêts du pays,
et qu'ils seraient réduits au silence s'ils essayaient de parler. Coco déclare que c'est pour cela qu'ils doivent être agressifs, ils doivent sauver tous ceux qui vivent ce qu'ils ont vécu, et ils devront détruire le bureau. Les Shuki qu'ils appellent Kuma et Akura se joignent au groupe, mais c'est l'uniforme qui choque le plus Yuki, son nom est en fait Kidomaru, et ces 3 Shuki possèdent une force incroyable. Les apprivoiser n'a pas été facile, mais le jeu en valait la chandelle. Tous les préparatifs sont terminés et il est temps pour eux d'attaquer le bureau. Yuki pense qu'il devrait dire la vérité à la force de défense des démons, mais Oba fait remarquer que le commandant suprême est probablement déjà au courant de tout. Yuki pense que son escadron les aidera, mais Oba explique qu'ils peuvent se débrouiller seuls. À ce moment-là, Oba sent quelque chose, elle ordonne aux autres de faire ce qu'ils ont prévu et dit à Yuki qu'il est temps pour eux de faire une petite séance d'échauffement. Kyoka et les autres arrivent à proximité, et le corps de Kyoka l'attire vers une colline. Il constate qu'il y a une entrée cachée, et Kyoka explique que ceux qui ont kidnappé Yuki sont à l'intérieur. Il se prépare à entrer, mais Izuma est devenue très sérieuse car elle n'a jamais ressenti ce sentiment auparavant. Elle explique qu'elle sait maintenant ce que c'est que de se faire voler son petit ami. Le plan consiste à sauver Yuki en priorité, et Kyoka veut qu'ils évitent le combat à tout prix. Si les humanoïdes interviennent, ils doivent obéir aux ordres du commandant suprême et essayer de discuter avec eux. C'est alors qu'ils tombent dans une embuscade tendue par une bande de Shuki, mais Izuma déforme le temps pour les vaincre facilement. Coco choque tout le monde en faisant exploser la grotte, et Sahara doit bloquer l'attaque. Chuchu se joint à elle pour combattre la bête, et il laisse les autres poursuivre leur chemin. Elles sont persuadées de pouvoir maîtriser Coco, mais cette dernière refuse d'être prise à la légère. À l'intérieur, les autres filles sont choquées de trouver Shuki qui brandit une arme. Les sœurs décident de le combattre et autorisent les capitaines à poursuivre leur route. Izumo se téléporte avec Kyoka et les sœurs proclament qu'elles s'occuperont du Shuki avant le retour des capitaines. Les capitaines apparaissent devant Yuki, et Izumo choque Oba en emportant instantanément Yuki. Les capitaines ne plaisantent pas, leur mission est terminée et ils partent avec Yuki. Oba ne se sent pas vaincue pour autant, elle est heureuse d'avoir pu apprendre comment fonctionne la capacité d'Izumo. Les capitaines mettent Yuki à l'abri, mais Kyoka explique qu'elle doit d'abord en finir avec quelque chose. Elle doit récompenser Yuki comme d'habitude, sinon elle ne pourra même plus bouger. Kyoka le récompense, mais Yuki est choqué quand Izumo fait de même. À ce moment-là, Oba les trouve et n'hésite pas à les attaquer, mais Yuki l'arrête. Il lui révèle qu'Oba est sa grande sœur, mais cette dernière veut qu'il ne s'en mêle pas. Yuki, bien sûr, refuse et exige qu'elle l'écoute. Oba accepte d'écouter, et les filles sont choquées de voir que l'humanoïde l'écoute vraiment. Les capitaines acceptent également d'écouter, et Yuki leur explique tout. De retour à la maison, nous voyons que Nei a préparé un bon repas pour tout le monde, et elle est déterminée à faire en sorte que tout soit parfait lorsque les filles ramèneront Yuki. Chez les autres, Chuchu et Sahara sont en train de se faire battre à plate couture. Coco leur fait remarquer qu'elles n'ont fait que s'enfuir, mais les filles la supplient de leur parler. Coco refuse et déclare qu'il s'agit d'un combat à mort. Les filles se rendent compte qu'elles n'arrivent à rien et décident d'utiliser leur pouvoir. Coco est heureuse de voir qu'elles sont devenues sérieuses, et elle déclare qu'il est temps de savoir qui est la plus forte. Pendant qu'elles se battent, nous voyons qu'un autre humanoïde les observe. Les sœurs sont également occupées à se battre, mais Izuma est très puissant. Naon les observe et se demande comment Izuma peut vaincre autant de Shuki en bougeant à peine. Izuma n'est pas humble et demande à Amari de désobéir à ses ordres. Imari accepte, et Izuma lui ordonne de tirer sur les Shuki. Naon estime qu'il serait très dangereux de les attaquer sans comprendre leur capacité, mais elle a trouvé un plan. De retour auprès de Yuki, celui-ci a fini de tout expliquer. Izumo savait que le bureau menait des expériences, mais elle ne se doutait pas qu'il faisait quelque chose d'aussi inhumain en coulisses. Kyoka assure à Oba qu'ils vont détruire le bureau, mais Oba refuse de faire confiance à deux rouages de la machine comme eux. Elle prévoit d'utiliser Yuki et d'éliminer tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Kyoka craint que des innocents soient blessés, mais Oba lui fait remarquer qu'ils sont aussi des victimes. Yuki demande à Oba de faire confiance à Kyoka, mais Oba lui fait remarquer qu'elle le traite comme un esclave. Yuki explique que c'est en fait son choix, car pour l'instant, c'est sa meilleure chance de devenir un héros. Yuki est toujours déterminé à aider ses amis, alors Kyoko déclare qu'ils devront faire tout ce qui est en leur pouvoir pour l'arrêter. Yuki tente de calmer tout le monde, mais le temps de la discussion est terminé. Oba déclare que la bataille est sur le point de commencer, alors elle le met hors d'état de nuire en le maîtrisant. Comme il est clair qu'Oba est vraiment sa sœur, Kyoka décide que c'est le seul adversaire qu'il ne peut pas combattre, et il décide de le laisser attaché. Oba fait appel à l'Unicorn, et Izuma laisse Kyoka s'en charger. Izuma affronte Oba et déclare qu'elle est la petite amie de Yuki. Oba devient furieuse et Yuki se rend compte qu'il ne peut rien faire pour les arrêter. Les filles à l'extérieur sont repoussées par Coco, mais Sahara pense qu'elle pourrait profiter de son agressivité. Elle tente de donner un coup de poing, mais elle est choquée de constater qu'elle glisse sur Coco. Sahara se retrouve en mauvaise posture car Kuma est sur le point de la manger, mais le géant Chuchu l'arrête facilement. Elle tente d'écraser la bête, mais découvre qu'elle est plus résistante que l'acier.
Elle décide alors de la piétiner, mais elle parvient à absorber l'attaque et à repartir sans la moindre égratignure. Coco déclare que Kuma est invincible, et elle explique que sa capacité la rend visqueuse, ils ne peuvent pas être touchés, et la force pure ne signifie rien contre eux. Les capacités de Chuchu et de Sahara sont toutes liées à la force, et ces deux-là sont donc les pires adversaires que l'on puisse rencontrer. De retour à l'intérieur, Izuma fige à nouveau le temps et tire directement sur Akura. Le temps est écoulé, les balles atterrissent, mais Izuma est choqué lorsque la bête s'arrête juste avant de lui arracher la tête. Elle ne s'est arrêtée que parce que les balles d'Izuma l'ont éliminée, mais elle est choquée de constater que sa sœur a été attaquée. Imari souffre énormément, et Izuma lui crie de s'en occuper. Ailleurs, on annonce à Shikoku qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Ils sont en train de combattre la force de défense des démons, et Shikoku décide qu'il est temps pour eux de se présenter en tant que dieu. Le discours d'entraînement de Shikoku n'est pas très bon, mais la jeune fille déclare qu'elle les fera passer pour des divins lorsqu'ils se dévoileront. Cela fait, Shikoku décide qu'il est temps pour eux de se présenter. De retour au combat, Aoba lance une puissante attaque. L'Unicorn tente d'enchaîner, mais Kyoka parvient à le découper. Kyoka est étonnamment calme, et c'est parce qu'elle sait qu'elle doit garder ses émotions sous contrôle pour protéger tout le monde. Elle prend alors le contrôle du combat, mais elle sait qu'elle a moins de puissance de feu sans Yuki. Kyoka parvient tout de même à infliger de nombreux dégâts, et elle déclare qu'elle fera payer à l'Unicorn toutes les vies qu'il a prises. Pendant ce temps, Izumo utilise sa capacité de téléportation pour repousser Aoba. Aoba utilise sa vitesse surhumaine pour éviter les attaques, et Izumo se téléporte. Aoba manque de donner un coup de poing dévastateur, mais Izumo parvient de justesse à l'esquiver. Aoba commence à manger une pêche, mais Izumo l'avertit que la surconsommation de pêche peut être dangereuse. Cependant, la pêche est la source d'énergie d'Aoba depuis l'accident, et elle continue d'en manger pour reprendre des forces. Elle déclare qu'elle va maintenant mettre fin au combat et traite Izumo de briseuse de ménage pour avoir essayé de lui voler son frère. Izumo analyse la situation et détermine qu'Aoba a plusieurs armes dans son arsenal. En plus de sa force physique, elle possède un rayon qui sort de sa bouche, et elle peut durcir et manipuler ses cheveux. De plus, elle peut manger des pêches pour devenir plus forte. Izumo esquive l'attaque de ses cheveux et continue à se protéger de plusieurs coups de poing. Aoba est trop rapide pour porter une attaque, et elle a l'intention d'épuiser Izumo. Izumo se rend compte de son plan, mais pense qu'en tant que capitaine, elle peut se téléporter 666 fois d'affilée sans se fatiguer. Le plan d'Izumo est de tenir jusqu'à ce que Kyoko gagne contre l'Unicorn pour qu'elle puisse combattre Aoba ensemble. De retour à l'autre combat, Coco fait remarquer qu'ils ne pourront pas frapper ou attraper son corps visqueux. Chuchu lâche un rocher sur elle à la place, mais cela incite Kuma à les attaquer. Coco révèle que le rocher a fait quelques dégâts, mais qu'en plus d'être glissante, la slime a des capacités de régénération. Les filles sont choquées de voir que Coco n'a pas la moindre égratignure après avoir été soignée, et Chuchu veut juste sauver Yuki. Coco révèle qu'elle a utilisé sa bave pour guérir Yuki, et que leur chef a un faible pour lui. Coco déclare que Yuki leur appartient et que personne ne peut les empêcher d'atteindre leurs objectifs. À ce moment-là, Chuchu reconnaît en Kuma un Shuki qui a été répertorié par la force de défense des démons. Il y a quelques années, il a été repéré lors d'une mésaventure avec un mato, et il a fait des choses terribles. Chuchu révèle qu'ils sont préparés pour ce combat, et elle dit à Sahara qu'ils vont utiliser la formation S. Coco refuse de les laisser faire, mais il est trop tard car la formation S semble n'être qu'un plan pour s'enfuir. Coco les poursuit, et Sahara n'arrive pas à croire qu'elles vont vraiment mettre ce plan à exécution. Il s'avère que le S de la formation S signifie petit, car Chuchu s'est rétréci, et Sahara lance son petit corps dans la bouche de Kuma. Chuchu prend alors sa forme géante et détruit Kuma de l'intérieur. Sahara utilise sa capacité pour attaquer Coco, mais Coco lui rappelle que sa bave ne lui permet pas d'être frappée. Coco est choquée, cependant, lorsqu'elle réalise que Sahara s'est emparée d'une des dents de Kuma, et elle sait que cela va être très mauvais pour elle. Sahara utilise la dent pour trancher Coco, et cette dernière se demande comment elle a pu être vaincue. Chuchu déclare qu'elle a trompé une fille amoureuse, et qu'elle était donc condamnée dès le départ. On entend d'autres Shuki approcher, ce qui est une très mauvaise nouvelle puisque Sahara n'a plus d'énergie. Comme si cela ne suffisait pas, les filles ne remarquent pas que leurs adversaires ont commencé à guérir. De retour avec Imari qui a été capturée, Azuma décide de remonter le temps. Cette fois, elle repère les Shuki qui se cachaient, mais Naon se demande comment elle a pu savoir qu'ils étaient là. Elle les surveille de près car sa capacité lui permet de se déplacer sans se faire remarquer. Azuma se demande où se cache l'humanoïde, et elle fige le temps lorsqu'elle réalise que quelqu'un s'en prend à Imari. Azuma parvient tout juste à sauver sa sœur de l'attaque de Néon et dit à Imari de rester derrière elle. Azuma doit à nouveau figer le temps lorsque d'autres Shuki apparaissent, mais elle se dit qu'elle a déjà utilisé sa capacité trop de fois d'affilée. À ce moment-là, Naon surgit de nulle part, mais cette fois, c'est Imari qui protège Azuma. Imari remercie Azuma pour ce qu'elle a fait, mais déclare qu'une petite sœur peut aussi protéger sa grande sœur. Naon disparaît dans le sol, et ils doivent trouver un moyen de l'en faire sortir.
La capacité d'Azuma est à nouveau prête à fonctionner, et elle dit à Imari de se préparer. Azuma craint qu'il ne l'attaque avant qu'elle ne prenne sa pause de distorsion temporelle et décide donc d'attendre. Mais ils ne peuvent pas se permettre de rester immobiles, car ils doivent empêcher leurs ennemis de se liguer contre les commandants. Il y a une limite au nombre de fois qu'Azuma peut utiliser sa capacité, alors ils ne peuvent pas se permettre de faire le mauvais choix non plus. À ce moment-là, Imari révèle qu'elle dispose d'une arme secrète qu'elle a mise de côté pour les mauvais jours. C'est la première fois qu'elle l'utilise au combat, mais si elle fonctionne, elle fera sortir l'adversaire de sa cachette. Imari assure à sa sœur qu'elle est devenue plus forte, et Azuma décide de lui faire confiance. Azuma sait qu'elle ne peut pas toucher une cible qu'elle ne voit pas, alors son idée est d'attaquer à l'aveugle. Imari utilise sa capacité à faire pousser un tas d'armes à feu dans ses cheveux, et elle les tire dans toutes les directions. Cette attaque secrète provoque une destruction massive, et Naon est révélé. La grotte commence à s'effondrer, Naon qualifie l'attaque de stupide, mais Azuma remonte le temps jusqu'au moment où Imari a utilisé son attaque. Elle dit à Imari où se cache Naon, mais Imari réussit à l'abattre. Azuma bat Akura en même temps, et les deux sœurs célèbrent leur victoire. De retour auprès des commandants, Izumo continue d'esquiver toutes les attaques d'Aoba, et elle parvient même à faire en sorte qu'Aoba frappe l'Unicorn. Aoba n'arrive pas à croire qu'elle a été trompée, et Kyoka parvient à lui infliger quelques dégâts. Aoba utilise son immense vitesse pour éviter d'être attaqué davantage, mais Izumo a déjà compris ses mouvements. Izumo commence à infliger des dégâts avec son portail, mais elle ne parvient pas à achever Aoba pour une raison ou une autre. Aoba lui fait payer cette légère hésitation en lançant une attaque massive sur Izumo. La grotte commence à s'effondrer et Izumo tombe devant Yuki. Aoba fait remarquer qu'elle vient d'entailler Izumo avec sa poutre et se demande pourquoi Izumo a hésité. Izumo explique que mettre fin à ses jours aurait bouleversé Yuki, et qu'elle n'a pas pu se résoudre à le faire. Elle réalise maintenant que c'était une erreur, mais elle admet qu'elle a eu toutes sortes de sentiments ces derniers temps. L'attitude d'Aoba change complètement, et elle est heureuse d'entendre qu'Izumo a pris en compte les sentiments de Yuki. Aoba l'aime bien maintenant, et Izumo a des visions d'un avenir où ils formeront tous une famille heureuse. Izumo essaie de lui dire qu'elle va bien, mais elle n'est manifestement pas en état de continuer à se battre. Aoba propose de les laisser s'enfuir, mais explique qu'ils n'arrêteront pas leur plan d'attaque du bureau. Kyoka refuse de battre en retraite au moment où les camarades d'Aoba arrivent après avoir été vaincus. Le reste des filles arrive peu après, mais Aoba voit bien qu'elles sont toutes épuisées. Aucun des deux camps ne veut accepter la défaite, mais les choses se gâtent lorsque les autres humanoïdes arrivent. Shikoku présente son groupe comme des dieux, et la grande fille s'empare de Koko et de Naon. Imari pensait que tous les humanoïdes faisaient partie de la même équipe, mais Shikoku refuse d'être assimilé à ceux qu'elle appelle mutes. Elle révèle qu'ils sont les 8 dieux du tonnerre et les chefs des Shuki. Tout le monde est choqué d'entendre cela, et Shikoku révèle que leur mission est de détruire la race humaine. Shikoku leur donne une chance et exige qu'ils les vénèrent. Kuma tente de les attaquer, mais Juryu l'anéantit d'une seule attaque. Aoba refuse de laisser qui que ce soit faire du mal à son petit frère, mais elle est choquée lorsque Kidomaru se retourne contre elle. Elle tente de maîtriser l'Unicorn, mais il se contente de la frapper au sol. Shikoku révèle que Kidomaru a été mordu par l'un de ses serpents, ce qui lui a rendu sa nature meurtrière. Le monstrueux Kidomaru enlève son armure et Shikoku lui dit qu'il n'a plus besoin de se retenir. Elle lui permet de faire tous les dégâts qu'il veut, et Kidomaru se précipite sur Aoba. Il prévoit de l'éliminer, mais Aoba est choqué lorsque Yuki l'arrête. Yuki lui demande de ne pas toucher à sa sœur et envoie Kidomaru voler. Kyoka déclare qu'il est temps de prendre le contrôle du combat, et il fonce sur Kidomaru. Un regard dans le passé montre Kyoka profitant de son enfance dans son village. Elle et ses amis aimaient vivre si près de la nature, mais un jour, tout a été gâché. Kyoka a essayé d'aider l'une de ses amies, mais l'Unicorn a pris la vie de la jeune fille. De retour dans le présent, Yuki affronte le démon. L'Unicorn repousse l'attaque de Kyoka et Yuki doit la sauver de l'empalement. La bataille fait rage, mais Juryu fait remarquer qu'ils ont déjà atteint leur objectif et pense qu'ils devraient partir. Shikoku, impressionné par la puissance de Yuki, décide de continuer à observer le combat et renvoie Juryu sans elle. Yuki se répète sans cesse de se concentrer, et il parvient finalement à détruire le point de Kidomaru. Animé par le désir de protéger sa sœur, Yuki arrête l'attaque de l'Unicorn d'une seule main. C'est alors que le combat passe à la vitesse supérieure, Kidomaru se transformant en un monstre encore plus puissant. Le rythme fait reculer nos héros, mais ils sont loin d'être au bout de leur peine. Yuki jette un coup d'œil à tous ses amis blessés et arrête Kidomaru dans son élan. Yuki a réussi à canaliser toute sa force dans sa bouche, et Shikoku n'en revient pas lorsqu'il réussit à briser la corne de Kidomaru. Kyoka enchaîne plusieurs attaques et Kidomaru reprend sa forme initiale. Elle voit bien que l'Unicorn s'énerve, mais elle lui fait remarquer que ce n'est rien comparé à sa rage de vengeance. Nos deux héros travaillent alors de concert et parviennent à enrouler leur chaîne autour de Kidomaru. Kyoka déclare que ce sera la fin de l'Unicorn et se prépare à utiliser une technique qu'elle a apprise spécifiquement pour le découper en morceaux. Kyoka pense à tous ceux qui lui ont été enlevés et utilise le mouvement appelé Howling Cherry Blossom, fleur de cerisier hurlante.
Kidomaru se libère de ses chaînes, mais Kyoka déclare qu'il est trop tard. Les souvenirs des efforts qu'elle a déployés après avoir vu sa vie détruite inondent son esprit, et elle déclenche une attaque puissante, coupant Kidomaru en deux. Tout le monde regarde avec stupéfaction la victoire de Kyoka, mais Shikoku en profite pour s'enfuir. Yuki va s'occuper des autres, et Kyoka déclare que cette victoire est celle de sa ville natale. Shikoku a été stupéfait par le combat et est impressionné par la force de Kyoka. Mais surtout, Yuki est aussi amusante qu'elle l'espérait. Izumo téléporte tout le monde en sécurité et Yuki se demande si sa sœur va bien. Aoba va bientôt guérir, et Izumo revient. Elle est toujours en mauvais état, mais elle a senti qu'elle devait revenir puisqu'elle sera bientôt la femme de Yuki, et qu'elle se considère comme faisant partie de la famille. Kyoka se demande ce qu'Aoba va faire maintenant, et Aoba montre qu'elle est furieuse. Les autres humanoïdes ont enlevé Naon et Koko, elle doit donc les sauver. Kyoka aimerait l'aider et lui fait remarquer qu'Aoba n'est en fait que la victime d'un accident de modélisme. Izumo aimerait également l'aider, mais Aoba rejette leur offre. Elle a appris à leur faire confiance à tous les deux, mais elle ne peut pas faire confiance à l'organisation dans son ensemble. Yuki fait remarquer qu'il serait dangereux de rester là-bas, mais Aoba explique qu'ils ont d'autres villages où ils peuvent vivre. Yuki est alors choqué lorsque les filles conviennent qu'elle serait probablement plus en sécurité dans l'un de ces villages. Si ce que dit Aoba à propos du bureau est vrai, alors le commandant suprême doit être au courant. Yuki se demande ce qu'il y a de mal à cela, et les filles expliquent qu'il y a quelque chose de troublant chez le commandant suprême. Izumo fait remarquer qu'elle n'a pas pu se forcer à éliminer Aoba, mais elle est sûre que le commandant suprême n'aurait même pas hésité. C'est ainsi qu'elle est, et c'est pourquoi se cacher pourrait être l'option la plus sûre pour Aoba et son groupe. Yuki s'inquiète de savoir combien de temps sa sœur et les autres humanoïdes devront se cacher, mais Kyoka lui assure qu'elle a une réponse. Ils retournent au dortoir où ils sont accueillis par Nei. Elle leur explique que les autres vont bien et qu'ils seront autorisés à revenir après 2 ou 3 jours de repos au lit. Cela étant réglé, Izumo décide de retourner à son dortoir. Yuki essaie de la remercier pour tout, mais elle l'en empêche et exige qu'il lui donne une récompense la prochaine fois qu'ils se verront. Nei doit aller aider les filles à faire quelque chose, et Kyoka décide de prendre un bain. Elle demande à Yuki de rester dehors sous sa forme Shuki et d'aller la chercher s'il y a le moindre signe d'attaque. Nei voit bien que quelque chose ne va pas chez Yuki, et il explique qu'il est juste inquiet pour les filles. Nei lui assure que la force de défense des démons dispose d'une équipe médicale de premier ordre, mais il ne peut s'empêcher d'être inquiet. Nei lui rappelle qu'il devra protéger tout le monde si quelque chose arrive, et elle l'encourage à se détendre pour l'instant. L'estomac de Yuki commence à gronder, et Nei va lui chercher quelque chose à manger. Un peu plus tard, Kyoka finit de prendre un bain et ramène Yuki à sa forme humaine. Elle dit à Yuki d'aller se doucher car elle doit encore lui donner sa récompense. Il se retrouve ensuite dans la chambre de Kyoka, et sa récompense se résume à dormir dans le même lit. Yuki étant fatigué, Kyoka décide de l'étrangler pour le punir d'avoir désobéi à ses ordres pendant la bataille et d'avoir écouté sa sœur plus tôt qu'elle. Dans l'autre repère d'humanoïdes, Shikoku explique qu'elle a ramené 2 de leurs ennemis avec elle en guise d'assurance pour le cas où un certain monstre aurait faim. Ce monstre a besoin de nourriture pour grandir, et c'est en fait le seul dieu qui l'ait jamais fait. Il peut parfois être gênant, mais cela signifie simplement qu'il va devenir un monstre puissant. Shikoku félicite ses otages en leur expliquant qu'ils auront le privilège de vivre éternellement à l'intérieur d'un dieu, et le monstre les consume. Ce monstre est le plus récent dieu parmi eux, et ils pensent tous qu'il a un potentiel illimité. De retour au dortoir, Yuki a préparé un festin pour célébrer le retour de tout le monde et les remercier d'être allés le sauver. C'est la première fois qu'Izumo goûte à la cuisine de son futur mari, et elle s'en réjouit. Azuma se moque de sa sœur parce qu'elle aime ce type de nourriture, mais elle déclare ensuite qu'elle devra en goûter pour s'assurer que Himari peut en manger. Sahara lui fait remarquer qu'Azuma aime aussi ce genre de nourriture. Tout le monde se prépare à porter un toast, et Kyoka insiste pour que Yuki fasse un discours puisqu'il est la star cette fois-ci. Notre garçon Yuki commence son discours par un autre remerciement, mais Chuchu l'interrompt pour qu'il se dépêche de manger. Tout le monde commence à festoyer et Kyoka doit une fois de plus décliner la demande d'Izumo d'avoir Yuki. Les filles étant trop occupées par leur convalescence à l'hôpital, elles profitent de ce moment pour accueillir Yuki à la maison. Ce soir-là, Yuki se souvient de la réponse de Kyoka. Aoba et les autres pourront vivre librement lorsqu'elle sera devenue commandante suprême et qu'elle aura changé la politique de la forêt de défense des démons. Elle exterminera alors les Shuki, protégera Aoba et ses amis et trouvera un moyen de les guérir. Aoba apprécie cette réponse, car elle aimerait bien ne plus avoir à se cacher. À ce moment-là, la grotte commence à s'effondrer, et Yuki dit à Aoba de venir avec eux à la surface. Aoba embrasse son frère et lui laisse un objet, elle lui dit de le réparer pour elle et commence à partir. Aoba lui dit que tout ira bien et qu'elle veillera sur lui. La grotte continue de s'effondrer et ils doivent sortir de là, mais Yuki a une dernière chose à dire à sa sœur. Il déclare qu'il trouvera un moyen de l'aider et elle admire la force qu'il a acquise. Yuki s'est battu pendant tout ce temps pour devenir un héros, mais ce n'est plus seulement cela, sa nouvelle raison de se battre est de guérir sa grande sœur. Le lendemain matin,
Yuki est choquée de voir qu'Izumo était dans sa chambre. Elle lui rappelle qu'il était censé lui donner une récompense et qu'elle l'a donc regardé dormir jusqu'à ce qu'il se réveille. Kyoka fait irruption dans leur chambre et Izumo part faire de la paperasse. Yuki tente de s'expliquer, mais Kyoka décide qu'elle devra lui rappeler qui est son maître. Yuki rencontre ensuite Imari, mais elle est déçue de voir qu'il est déjà fatigué. Yuki lui explique que tout est de la faute de Kyoka, et Imari comprend, car c'est bien quelque chose qu'elle ferait. Imari l'appelle pour qu'il l'aide à devenir plus forte, elle veut perfectionner ses talents de pêcheur afin d'être un bon atout pour Kyoka. Elle a besoin de l'aide de Yuki pour cela, et elle commence à s'entraîner. Chuchu n'est pas loin, et elle se rappelle qu'elle doit être patiente. Elle a fait une analyse approfondie et a créé un graphique montrant les niveaux d'amour de Yuki pour toutes les filles. Nei observe l'énergumène, mais elle sent qu'une porte vient de s'ouvrir. Les filles partent en camion et Yuki se transforme. Les filles s'attaquent alors à tous les Shuki, mais un démon géant apparaît. Kyoka déclare que c'est ainsi qu'elle deviendra commandant suprême, et Yuki déclare que c'est ainsi qu'il deviendra un héros. Les deux vainquent le démon géant, et nous voyons qu'Aoba n'est pas loin. Elle déclare qu'elle doit sauver son ami et s'en va. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.